nouveau manga là? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui revient sur nos œuvres préférées. Les adultes cessent d'être des enfants quand ils s'arrêtent de jouer. Pour ce 5e épisode, nous allons nous pencher sur une nouvelle œuvre du grandissime Naoki Urasawa, 20th Century Boys. L'œuvre a été publiée de 1999 à 2006 et est compilée sous 24 tomes, mais a eu le droit aussi à une parfaite édition de 12 tomes. Pas d'animé pour cette œuvre, mais un véritable bijou à lire. Nous nous retrouvons en 1969, où un groupe d'enfants se retrouve régulièrement dans une base secrète, sous l'impulsion du héros Kenji Endo. Ces enfants inventent une histoire de science-fiction racontant la destruction de l'humanité par une organisation maléfique à laquelle ils s'opposaient pour finir par devenir les sauveurs du monde. Ils consignent cette histoire dans un cahier de prédictions. On fait alors un bond dans le futur pour retrouver notre héros Kenji qui se retrouve impliqué malgré lui dans des sombres desseins d'une secte apocalyptique, suite au suicide de son ami d'enfance, Donkey. Cette secte, dirigée par un certain Ami, réalise une à une les prédictions que lui et les autres enfants avaient imaginées. La question se pose alors, qui est Ami ? Et pourquoi réalise-t-il l'ensemble de ses prédictions ? Notamment celle qui annonce la fin du monde le 31 décembre 2000. Toute l'œuvre est construite sur les récurrents flashbacks et flash-forward entre les différentes époques des années 60 aux années 2010. L'auteur souhaite surtout évoquer plusieurs thèmes très importants, la propagande, la manipulation, le pouvoir des sectes, le millénarisme, le désespoir de la génération rock ou encore les armes bactériologiques. Allez, grande nouveauté pour ce 5e épisode, ça me fait trop plaisir d'accueillir une nouvelle personne et une seconde invitée. Et pour ce nouvel épisode, on accueille Audrey. Ouais. Et évidemment mon cher Lucas qui m'accompagne toujours. Et comme toujours, je vous posais la question, comment vous avez découvert l'œuvre ? Je commence avec ma seconde invitée du jour. En fait, c'est une œuvre qui est j'ai l'impression dans l'imaginaire collectif. En tout cas, moi, je lisais beaucoup de mangas quand j'étais ado. Je connais les visuels, etc., mais je l'avais jamais lu. Et en fait, en master, j'ai un copain qui était super fan du manga, donc il m'en a pas mal parlé. Je l'ai pas lu à ce moment-là, et je l'ai, en fait, quelques années plus tard, quand ils ont ressorti les nouvelles éditions, ça doit être 2021-2022, je les ai achetés et je les ai lus, quoi, finalement, tout simplement. Parfait. Et mon cher Lucas ? Très bien, moi c'était au lycée, en première ou terminale, je sais plus. Et j'avais acheté d'occasion, par hasard, les premiers tomes parce qu'ils étaient jolis à Gibert. Et sauf que c'était les tomes simples là. Et du coup je suis arrivé au 13, je crois. En plus c'était le pire tome pour ne pas avoir la suite. Et j'ai jamais trouvé la suite parce qu'à ce moment-là c'était en rupture de stock de partout. Et du coup, j'ai attendu la réédition qui était du coup l'édition d'avant. Que j'ai temps en fait. Mais attends, mais t'as attendu combien de temps entre ton tome 13 et... J'ai dû attendre parce qu'entre temps, du coup, j'avais tellement kiffé que c'est là où j'ai commencé Monster et même Billy Bat. J'ai lu Billy Bat avant en fait 20th Century Boy. Ah ouais. Parce que l'édition était. Enfin, Billy Bat était en cours à l'époque. Et du coup, dès que c'est sorti, 20th Century Boy, j'ai repris l'édition double et je l'ai enchaîné quoi. Enfin, au fur et à mesure des sorties. Donc voilà. Et toi, très bien. Évidemment, on est encore sur Lucas qui me dit de lire des mangas d'adultes. C'est enculé. Pardon des gros mots. Mais pareil, en fait, je pense que c'est dans la continuité de Monster. Je me suis dit, vas-y, on va faire 20th Century Boy. Et on va y revenir dessus. Mais pareil, je pense que j'ai fait l'un puis l'autre. Et en plus, surtout, c'est dans... Enfin, il a fait Monster, puis 20th Century Boy... je pense que c'est le bon ordre de découverte. Hein. Bon, et puis il manque vraiment Billy Bat par contre. Hein. Oui, mais j'avais plein de trucs de Urasawa à faire. Mais très bien.
Allez, on va reprendre directement. Alors, comme le manga est assez construit sur plein de flashbacks, je vais y arriver. C'est pas mal. Et des flash forward. On va essayer de décomposer comme il a fait Urasawa, c'est-à-dire vraiment les 3 dates clés. Et on commence du coup de 1997 à fin 2000, et c'est toute la découverte d'Ami. Ça tourne? Oui, oui, ça tourne, Lucas. J'ai regardé sur l'écran pour être sûr. Oui, t'inquiète. Oui, bah. Et on commence directement, donc on a toute la découverte du personnage principal qui est Kenji, qui a une vie, on va dire, assez banale, qui tient un combini. Et on va vraiment juste suivre sa petite vie assez basique avant qu'il y ait un élément perturbateur qui est du coup le meurtre / on verra après suicide de Donkey. C'est plutôt suicide / meurtre. Oui, bah les gens qui sont sur ce podcast ont lu le manga. J'espère pour eux. C'est tout. Hormis, je fais une dédicace encore à Jérémy Guérin qui va nous écouter alors qu'il lit aucun des mangas dont on parle. Merci Jérémy. Il va y avoir surtout un premier flashback sur toute sa bande quand il est jeune, etc. Avec tous les personnages qu'on va suivre, donc Ocho, Maruo, Yoshitsune, Monchan, Krokoa, Yukiji. Ça c'est vraiment la grosse bande. Et à partir de là, en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a des événements qui se passent de plus en plus, et surtout un certain personnage du nom, en tout cas, qui se surnomme Ami, qui sévit avec sa secte. Jusque-là, je vous ai pas perdu. Non, okay. Moi je me rappelle de tout ça. Très bien. C'est le synopsis sur Wikipédia, Lucas. Par contre, t'as dit Croix, c'est pas son vrai nom. Hein. Ouais, mais j'ai oublié à chaque fois son nom. Je crois qu'il est. J'ai plus le nom exact, mais il y a un très 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 bon wiki sur internet qui résume parfaitement tous les personnages et tout. D'ailleurs, ça m'a aidé à faire de toute façon, le podcast. Non, pas du tout. Non, il va Lucas, t'as vraiment oublié la moitié jusqu'à la fin. Allez, un autre spoil, mais bon, c'est que pour Jérémy Guérin ce spoil là. Et on arrive surtout au moment du cahier de prédiction. Et du fait qu'en fait, avec le flashback, ils ont écrit déjà à l'époque en fait un cahier de prédiction comme quoi il y aurait une certaine fin du monde avec un robot géant, etc. Donc c'est vraiment des délires de petits enfants. Et c'est là où ça va vraiment marquer un premier coup. On a surtout Kenji en fait qui est j'ai perdu mes mots, mais qu'on considère comme étant le terroriste qui va être à l'origine... accusé de terrorisme. Accusé de terrorisme à l'explosion de l'aéroport. Et en fait, c'est à partir de là où ils vont vraiment avoir le déclic de voir qu'en fait, le cahier de prédiction qu'ils ont créé quand ils étaient enfants, où ils annonçaient comme quoi il y aurait un attentat, il y aurait... des attaques qui seraient faites dans certains endroits aussi de la planète. Je crois que c'est Londres, San Francisco, et qui sont du coup attaqués par une arme bactériologique. Et on va dire que c'est là où ça commence à s'ancrer, et je crois que c'est vers la fin du tome 1 ou début tome 2, un truc comme ça. Je parle des gros tomes de 12 pages, et c'est là où on a vraiment le lancement. Alors je sais pas exactement des souvenirs que vous avez, et si cette partie-là vous a surtout plu, ou est-ce que ça vous avait permis de rentrer très vite dans le manga, sachant que tout ça c'est dans un tome, tout ce que je viens de ramener, c'est beaucoup. Moi c'est mon tome préféré, je pense. Le premier, je pense que c'est mon tome préféré parce que c'est le tome de la découverte, donc il y a beaucoup à défricher, on remarque les personnages, ils sont hyper caractérisés en plus chacun, je trouve. Et ouais, j'ai un souvenir de ce tome assez effrayant. Je me souviens de ce que j'étais en train de faire, où j'étais pendant que je le lisais. Et moi, ça m'a tout de suite pris dans l'histoire. Je me suis tout de suite sentie hyper impliquée et j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Mais c'est qui ces mecs c'est quoi ce truc de secte qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok. Bah ouais, moi du coup je l'ai relu pour le coup le tome 1. Et du coup ça faisait vraiment la 3e fois que je le relisais parce que je l'ai déjà lu 2 fois. Et c'est vrai que dans mes souvenirs c'était quand même plus accrochant quand on connaît pas la suite. Enfin c'est le genre de tome qui se lit, d'histoire qui se lit moins bien quand tu connais la suite.
mais quand même très cool. Enfin, Mais est-ce que justement le fait de savoir un peu ce qui va se passer, ça te permet pas une autre analyse si, sur si, les oui, événements? du coup, tu Notre comprends beaucoup perspective. mieux, mais mais même t'as envie limite de prendre des notes, de te dire, ah tiens, c'est marrant ça, parce que tu te souviens qu'il se passe un truc, mais tu sais plus exactement quoi. Ouais. Et du coup, t'as limite envie de prendre des notes. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour Billy Bat, mais j'ai pas refait pour. Mon sœur, il avait pris des notes parce que c'est Ah oui, c'est c'est pareil, vrai. c'est assez complexe et ça parle un peu. Bah, ça donne envie, tu sais, tu lis des pages, tu te dis, ah putain, je sais, mais je sais qu'il y a un truc avec lui, mais je sais plus exactement pourquoi il est important, mais je sais qu'après il va se passer des dingueries avec lui. Et du coup, tu prends des notes, tu vois, tu te dis. Parce que, on va pas se mentir, les noms japonais aussi, c'est un enfer un peu. Enfin, ça c'est vrai dans tous les. Extrêmement raciste, c'est pas vrai. C'est Non, vrai mais- dans tous les mangas, mais il y en a qui font des efforts à faire des noms, des traductions qui sont un peu occidentalisées, quoi. Là, pas du tout. Quoi. Après, là. Enfin, bon, Kenji Kana, ça va, Oui, mais voilà. les autres. Mais à l'inverse, regarde dans Monster, là c'est aussi la pluralité de ces personnages. Il y en a tellement que j'ai oublié le nom des gars alors que c'est des noms européens. Oui, c'est parce des que noms allemands. Tout est en Europe, tu vois. Ouais, oui, bon, c'est vrai, moi je sais pas. Moi, je pense que c'est aussi vraiment une question de multiplicité des Ouais, personnages. il y en a beaucoup. Il y en a plein, Et ils encore, interagissent tous entre eux. il s'est calmé, je trouve, sur 20th Century Boy parce qu'il a fait beaucoup de personnages secondaires qui vont faire des tâches secondaires, alors que dans Monster, il fait des personnages secondaires juste et plein de persos Ouais, c'est vrai que tertiaires ils ont plus pour être en plus. plus de liens, mais oui, bon, voilà, du coup, pas. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, je sais pas, c'est quand même très très bon début, quoi. De toute façon, t'es toujours pris. Il y a personne qui va. Enfin, j'ai connu personne qui a lu le début de Tokyo Century Boy sans continuer, quoi. Enfin, genre. Oui, qui s'est dit, oh vraiment c'est nul, Ouais. j'arrête, ça m'a gavé, je C'est comprends rien donc, quoi. je pense que c'est plutôt synonyme d'une bonne série, quoi. Quand il y a personne qui arrête au début, c'est que. Enfin, je connais personne qui a arrêté au début, quoi. Oui, bah en fait, Sur la dizaine c'est de ultra personnes. accrochant, c'est un thriller, enfin un peu un thriller en mode. Enfin, tout donne envie de. Oui, c'est un- d'avoir C'est un récit d'anticipation en fait. Ouais. T'as une espèce de bah ouais, il va se passer ça, ok, mais pourquoi et comment, enfin. Et même j'ai plus en tête, mais je crois que le top 1 se finit vraiment plus sur un gros cliffhanger où t'as juste qu'une envie, c'est d'aller choper. Enfin, beaucoup de ces tomes sont sur Ouais, de ça. toute façon, ouais, Je crois c'est que le ça, 1 c'est ça, tous il les est sur un tomes, putain ouais. de cliffhanger. Je sais plus si c'est l'attaque de l'aéroport ou si c'est dans le même style, mais il y a un assez gros truc qui font que très vite t'as envie de choper le deuxième. Ouais. Et le deuxième en plus ça commence où il te reprend même pas où t'étais. Je crois que c'est le deuxième ou troisième. Il te reprend sur Ocho, mais tu sais pas encore que c'est Ocho. Ouais. C'est dans le C'est- 3 ou dans C'est le le 3, C'est le enfin 3, c'est un je peu crois. plus tard, ouais. Mais du coup, il te fait vraiment, genre, très souvent, il te fait un énorme truc, et d'un coup, il te fait passer à autre chose. Du coup, t'es là, oh le petit con, il donne encore plus envie de rester. Et du coup, bah, ça amène parfaitement la suite. La suite, c'est du coup, il va y avoir un passage du coup sur Ocho qui est en Thaïlande, si je me trompe pas. Où c'est le fameux shogun de son surnom, où c'est un peu un homme de main à tout faire là-bas. Il a reçu un énorme entraînement, etc. Et il commence à avoir des retours de Kenji qui lui fait part en fait de tout ce qui se passe au Japon et surtout depuis que Ami commence à être de plus en plus présent. Il y a aussi surtout de plus en plus le second ami, donc Manjom, ouais, c'est bien ça, qui apparaît comme en fait ça va être le porte-parole et celui que tu vas suivre tout le long. Parce qu'en fait, Ami, tu le vois très peu souvent, au final, c'est plus une figure de proue, enfin, vraiment C'est personnage vraiment- de secte, c'est le par gourou, excellence. Le gourou, tu vois. En fait, on va voir surtout cette partie-là va aussi amener au moment où Kenji va se dire ok, il y a, d'après mon cahier de prédiction, il va y avoir des attaques dans telle ville, et surtout le plus gros, c'est le fameux Nouvel An Sanglant de décembre. Et pour ça, en fait, il va essayer de recréer sa fameuse bande pour essayer de les arrêter à ce moment-là. Parce qu'il voit que dans son cahier, il faut qu'il soit 9 membres, et du coup il essaie de tous les avoir à nouveau. Et en fait on va avoir déjà 3 années en fait, compliquées, déjà pour Kenji, parce qu'il est considéré comme et le paria et le terroriste à l'origine et des armes bactériologiques et de l'aéroport, enfin de l'attentat de l'aéroport. Et ça va nous amener surtout à un énorme build-up
jusqu'à le fameux Nouvel An sanglant. Avant de parler de ça, est-ce que vous avez déjà des souvenirs de tout ce qui s'y passe avant, ou vous avez vraiment l'impression que, ils vont perdre dès le début. Moi j'avais vraiment cette impression-là en tout cas, qu'il aura beau faire ce qu'il veut, il a perdu déjà depuis un moment. Ouais, non, moi j'avais toujours l'espoir que. Tu sais, tu te doutes que Amy, du coup, c'est quelqu'un de leur groupe de potes d'avant. Je sais pas, tu te dis. Il paraît pas si inaccessible, Amy, je trouve, dans le manga. En fait, il le fait passer pour inaccessible, mais. Oui, parce qu'il y a des scènes. À chaque fois que, tu vois, ils ont besoin. Ils veulent voir. Typiquement, Manjoume, je sais pas. Et ils le voient vite, en fait. Il le voit, mais parce qu'il apparaît, mais en fait, c'est plus en mode. T'as l'impression qu'il est accessible, mais il est pas. À un moment donné, il y a la scène où il va faire un concert et que c'est c'est un concert en l'honneur d'Amy, et en fait il est là, il peut entre guillemets l'avoir en face à face, et tu vois tout le monde un peu en mode leur cerveau complètement mangé. Et tu vois du coup que il a l'air accessible, mais pas du tout. En fait, je sais pas, ça donne déjà un aspect de l'échelle qui sont foutus. Mais il y a aussi une distance du fait que c'est des personnages politiques. Alors que, Amy et Manjoume, c'est des personnages politiques, c'est des personnalités, alors que eux, c'est juste des dudes, tu vois. Et du coup, c'est vrai que t'as un peu cette échelle de David contre Goliath, avec cette espèce d'énorme entité et de machine, en fait, qu'a créé Amy avec sa secte et son parti de l'amitié. Yeah. Et à côté, les mecs qui ont tous des tafs absolument normaux, autre chose c'est un peu différent, mais et qui sont là en mode maintenant il faut qu'on déjoue cette espèce d'énorme entité influente et en fait nationale presque. Oui, c'est national en fait. Il faut que ça arrive. Moi je m'étais posé des questions à l'époque, je me souviens de genre comment ils s'en sont pas rendus compte avant, tu vois, comment le truc quand tu vois, il dit tiens, c'est quoi ça, tiens, c'est quoi ce symbole, et genre Amy il est déjà je sais pas combien d'adeptes, tu vois, c'est quand même ça serait plus connu que ça si je sais pas, ou peut-être c'est totalement déconnecté Non, je pense que t'as de ça, mais ça je pense aussi que c'est la narration qui veut tu vois, et je pense aussi que 20th Century Boys il a vraiment une narration j'ai l'impression que c'est presque un manga pour enfants qui a été hyper bien écrit par un adulte, tu vois. Au final, il y a cette espèce de dimension et de thématique hyper enfantine. Ça parle beaucoup de l'enfance et du passage à l'âge adulte, pardon. Et du coup, je me dis, il y a évidemment des éléments qui sont pas du tout pour les enfants et plein de trucs, tu vois, mais je trouve que ça a vraiment cet aspect. Mais globalement, Irazori il fait souvent des trucs sur les enfants. Oula, le dérapage. Il fait des mangas qui parlent de l'enfance. Oui. Et en vrai, ça revient souvent. Mais j'ai l'impression qu'il aime bien les dessiner aussi. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que ça me choque pas dans le sens où narrativement, quand tu fais quelque chose de presque plus enfantin, t'as pas besoin de tous ces trucs-là, tu vois. Mais d'ailleurs, ça se vérifie même à la fin. Il peut se permettre de faire apparaître des soucoupes volantes, on s'en fout quoi. C'est pas ça qu'on cherche, on cherche pas une cohérence, on cherche juste le lien entre les personnages et comment ils vont réagir. Oui, c'est ça. Après, il fait l'adversité. C'est son truc. Et la phrase il fait très bien pour. Pas pour les enfants, pas comme Lucas l'a dit, mais il raconte très bien. Il y a deux choses que je trouve ça assez incroyable, c'est vraiment le côté, il retransmet très bien le côté où t'as l'impression que des fois ils se rappellent d'un truc, alors pourquoi ils se sont pas rappelés d'avant, mais ça fait vraiment le truc de quand t'es gosse, je sais pas si vous avez déjà eu ça avec vos frangins ou quoi, où t'as totalement oublié un truc et ton grand frère ou quoi, quelqu'un de plus âgé ou en tout cas qui lui l'a vécu et qui avait un peu plus de souvenirs, te le rappelle, et là t'as vraiment le moment où ça te rappelle quelque chose en particulier, et il le transmet très bien, parce qu'il y a plein de fois où ça fait aussi partie de la narration, il fait en sorte de pas tout donner d'un coup, parce que sinon dès qu'il se rappelle qu'ils étaient dans la cabane, dans leur la base secrète, je cherchais le mot, ils auraient déjà dit qui était Amy et ils auraient déjà trouvé, mais en fait ça fait que avec des petits éléments de oui, c'est des gosses de 6 ans, de 8 ans, max 10 ans, et en fait aujourd'hui ils en ont 36, tu vois, c'est quasiment 30 ans plus tard, et qu'il y a en plus au-delà de ils ont oublié parce que c'était il y a longtemps, ils ont oublié parce que parfois ils veulent oublier parce que c'était, je vais pas dire jusqu'à des traumas pour certains, mais des trucs pas forcément agréables à vivre.
Et ça, et surtout même tout le passage adulte, parce que t'as plein de moments où tu les vois soit grandir, surtout pour Kenji, où tu le vois quand il veut faire son groupe de rock, que ça marche pas aussi bien qu'il voudrait que ça marche. Il y a plein de moments comme ça. Du coup, il y a une multiplicité de ces thématiques, au-delà de mettre et de la thématique de il y a la fin du monde, une dystopie, et si quelqu'un qui régnait avec une secte, comment ça ferait. Il parle aussi du passage du millénaire, qui était quand même un putain de truc. Nous on l'a très peu vécu, puisqu'on avait 3 et 4 ans, peut-être max. Toi t'avais 2 ans, encore un bébé. Moi j'avais 3, donc pas plus. Il fait passer aussi toute la génération rock des années 70, etc. Il met tout un truc d'un coup, genre les 3-4 premiers tomes, il fait allez, voilà, tu te débrouilles avec tout ça. Moi j'adore tout ça, et tu vas le vivre tout le long de ces tomes. Mais il les annonce très bien par contre. Effectivement, il y a un espèce de goût de nostalgie aussi, je trouve, quand tu lis les passages où ils sont enfants. Moi, je sais pas, j'avais un peu ce truc où je me rappelais des trucs de ma propre enfance, en fait, ou des sentiments, des sensations, et je trouve que ça, c'est hyper réussi, effectivement. Puis c'est ce que tu disais, les souvenirs qui sont oubliés, puis rappelés par d'autres personnes. L'enfance, pour le coup, encore plus pareil quand j'ai lu, mais de la base secrète et tout, je me voyais vraiment avec mes meilleurs potes qui étaient mes voisins et tout, où ça se prenait la Game Boy ou la Play, et après on fait flemme, on allait jouer dehors. Et on avait notre propre cabane et tout. Et vraiment, pour le coup, j'avais vraiment cette même sensation de... Enfin, pour eux, on dirait que c'était des années et des années, alors que ça s'est passé peut-être pendant 1 ou 2 ans ou un été. Ça, et t'as 4000 trucs qui s'y passent. Je trouve que ça parle à tout le monde, le fait que, typiquement, tu vois, sur la base secrète, là, il y a un immeuble qui se soit construit. Enfin, tu vois, ça, c'est le genre de truc... tu te souviens toujours de trucs, d'endroits où tu allais jouer, et qu'en fait, maintenant, il y a des immeubles... J'ai totalement ça. En face de chez mes parents, on avait tous les endroits où on jouait. Maintenant, il y a une énorme maison de Richoux et 2 Porsche. Voilà. Je suis dégoûté. Je veux les 2 Porsche maintenant. Non, mais oui, ça parle à tout le monde. En fait. Enfin, non, mais. Je pense que ça parle. Pas les adolescents, du coup, peut-être. Mais... je pense qu'il est vraiment bien fait pour le lire quand t'es un adulte. En fait, tu peux toujours t'identifier. Que tu sois jeune ou pas, t'arrives à t'identifier, je trouve, n'importe quel personnage. Parce que Kenji, il est pas forcément le personnage principal, enfin, on va peut-être en parler, mais genre, en fait, ça pourrait être... il est quand même bien important, mais après, ça vire un peu sur Kana, ça vire un peu sur... Ça va être le personnage principal des 3-4 premiers tomes, donc de la première des 3 grosses parties. Ouais. Et encore, je suis pas sûr, je crois que c'est à partir du tome 4 déjà qu'il y a le passage. À partir du tome 4, je crois que tu retrouves Kana justement, et puis t'as Ocho aussi qui commence à être présent. On va y arriver. En fait, c'est dur de dire quel est le personnage principal de cette série. Kenji, c'est la cause, quoi. Enfin, Kenji, c'est vraiment c'est l'explication, mais après, tous les autres sont... En fait, tous les autres font le taf. Ouais. Tous les autres c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les personnages secondaires sont des vrais personnages secondaires. Presque, tu peux faire un manga sur chacun d'entre eux. Justement, il a réussi à pas faire un manga sur un, quoi. Il a fait un manga sur un groupe de potes. Exactement. Au début par le prime de Kenji, mais en fait... il est jamais là, quoi. Il se cache. Il se cache à la fin. On va en finir sur ça. Du coup, il y a le début du Nouvel An Sanglant, où il y a bien toute la bande qui arrive sur les lieux. Il y a bien le fameux robot, mais en fait, ils se rendent compte que par rapport au robot qu'eux, ils avaient dessiné, etc., c'est vraiment un robot nul, mais qui pourrait être sous engin nucléaire. Du coup, ça pose des problèmes de... Ça va être un merdier absolu. Enfin, c'est fou tout ce qu'il y met dans une seule plein d'idées. Les engins étaient bons. Hein. Ouais, fou. Et en fait, tu sens que c'est toute une machination, mais que, en fait, à ce moment-là, t'as juste le moment où l'événement se passe. Kenji, il y a Fukube du coup qui meurt parce qu'il essaye d'attraper ce qu'on pensait être ami. Au final, c'est pas lui, mais c'est Kenji qui le rencontre à nouveau vraiment en face à face et devant la statue du... Alors, c'est pas le... C'est en référence à la... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le truc universel. L'exposition universelle, pardon. Et ça va être aussi tout un événement et une place forte dans le manga. Et ça va s'arrêter surtout à la première partie, Nouvel An Sanglant. Et les répercussions, on les connaît pas encore. On va les connaître, et en plus d'ailleurs c'est très bien foutu, dans la deuxième partie, quand on va suivre Kana, où en fait
Ami à partir de là va être élevé déjà au rang un peu de dieu et de quasi, pas encore, mais président de la Terre, où c'est le sauveur de tout le monde, parce que à ce moment-là, il va y avoir pas mal de morts à cause de ces fameuses armes bactériologiques, et il va arriver, miraculeusement on va dire, avec les vaccins pour sauver tout le monde. Et on conclut, entre guillemets, cette première grosse partie sur ça. Ma vraie question derrière, c'est, parmi toutes les parties, est-ce que c'est celle qui vous plaît le plus, ou est-ce que c'est celle qui, en tout cas, vous fait le mieux rentrer dans un manga, le fait qu'il t'a tout donné pour que derrière, t'as qu'une envie, c'est suivre, alors qu'il pourrait clôturer ce manga là en mode voilà, c'est fini, ils ont fait la... ça aurait été une happy end quand même. Ça aurait pas été une happy end. Mais ça fait un bon arc de A à Z, quoi. Votre avis global sur cette grosse première partie d'arc. Attends, je crois que j'ai pas du tout compris la question. Des tomes A à 4, l'avis que tu peux avoir au global. Je pense que je vais me répéter, hein, mais moi, ça m'a juste donné envie de savoir la suite. De toute façon, voilà, moi j'adore le mystère, j'adore les énigmes, et j'adore essayer de trouver les meurtriers dans les enquêtes, tu sais, genre Hercule Poirot et tout. C'est ma passion. Moi j'ai 1000 ans, voilà. J'ai 1000 ans, mes vacances d'été préférées, c'est Hercule Poirot sur le canapé avec la clim. Et du coup, ce truc de on sait pas qui est ami, on comprend pas ce qui se passe, moi c'est tout ce qu'il faut pour que j'accroche, quoi. Parfait. Chez Lucas. Moi mais je crois que ce que j'ai préféré, c'est le début du deuxième, en fait. C'est là où Kana, elle arrive vraiment. La deuxième partie. Badass, ouais. Enfin, où elle se fait appeler la reine des glaces, là. Waouh, mec, c'est encore après, t'es en train de spoiler. Jérémy Guérin, il est pas encore là. Je crois que c'était. Oh non, pas cher. Non, c'est encore un peu plus tard. C'est la dernière partie. La dernière partie. Ouais. Mais non, moi, du coup, ça fait bien préparer le début, mais je sais pas, moi il n'y a pas vraiment une partie que j'ai préférée par rapport aux autres. Ok, moi je crois que j'avais les 4 premiers quand tu me les avais ramenés, du coup je les ai enchaînés et j'ai dû attendre pour avoir le 5 et je n'étais pas content parce que du coup ça te met à arrêt d'un coup. Genre petit con Lucas, non ouais, je suis venu ici, je t'avais piqué, je me suis tiré, en plus je suis même pas resté. Ouais. Mais très bien, on peut s'arrêter sur cette partie là déjà. Allez, c'est parti. On reprend du coup pour cette deuxième partie, qui est donc la partie, on fait un bond, j'ai dit 4 fois le mot partie, mais un bond dans le futur en 2014. Et là, on est dans la partie où c'est le règne d'Ami et de toute sa secte. Donc, comme j'avais dit auparavant, il a distribué les vaccins, il est considéré comme le sauveur et celui qui a sauvé des milliers de vies suite au nouvel an sanglant. Et ensuite, du coup, une nouvelle héroïne qui est Kana, donc la nièce de Kenji, qu'on avait déjà vu un peu avant, mais elle est gosse, elle a 3 ans ou 4 ans dans l'ère où on voit Kenji. Et on la suit surtout au moment où elle est au plein milieu de règlement de compte dans Tokyo entre la mafia thaïlandaise et chinoise. Et surtout, ça va amener à une histoire derrière, c'est que le pape est en voyage au Japon et il semblerait qu'il y ait une tentative d'assassinat qui est censée se faire vers lui et la personne derrière serait Ami. Mais évidemment, on rappelle qu'à ce moment-là, Ami est à la tête du gouvernement japonais, qu'il est considéré comme le sauveur de tous et qu'on a vraiment déjà un duel qui doit se créer à distance entre Kana et Ami qui sait qu'il est à l'origine de tous les maux et de son oncle et de tout ce qui s'est passé auparavant et que c'est juste une sacrée grosse propagande qu'il a mis en place. On a surtout le nouveau personnage aussi qui est Kyoko Kuzumi qui est donc une camarade de sa classe et qui va nous introduire à un élément important qui est Amiland. Et surtout la notion de VR, c'est fou parce qu'on est en 2006 dans la vraie vie de l'auteur et le mec nous parle déjà de la VR. Bon, il y avait déjà dans les années 90, mais le fait que ça soit un élément carrément de son manga en mode je vais trouver un moyen pour retourner dans le passé sans faire des flashbacks un peu relous, je trouve ça assez incroyable. Et surtout, ça va nous permettre de retrouver un des personnages importants. Donc Kyoko Kuzumi va se retrouver à Milan parce qu'elle doit faire
un exposé sur le Nouvel An Sanglant. Et en fait, c'est littéralement un genre de parc d'attraction pour faire une lobotisation. Lobotomisation, pardon. Une lobotomie. Lobotomie. Mais tu dis lobotomie. Non, tu dis une lobotomie. Ok, merci. Vous allez pas attendre. Non, mais quoi. Après, si vraiment vous voulez qu'on aille encore plus loin, un lavage de cerveau, somme toute. Bon, Shutter Island en gros. Et. Oui, c'est un peu Shutter Island. Lucas, j'espère que tu as vu Shutter Island. Faudra dire ça aussi à Elodie, mais rien à voir. Et en fait, ça va nous permettre surtout déjà d'avoir des premiers flashbacks sur toute la bande de Kenji quand ils sont gosses et le fait qu'on va avoir déjà des prémices de qui pourrait être ami, qui est à l'origine de tout ça et comment en fait le cahier de prédiction s'est transformé en... il utilise ça pour prévoir tout et surtout avoir le monde à sa botte. Et on va voir, grâce à cette petite quête, on va dire, une grosse quête, le premier personnage de la bande à Kenji qui vient, c'est Yochisune, le fameux commandant, alors qu'il veut pas l'être, parce que c'est un peu pas le petit nerd, mais le petit un peu fragile et tout gentil de la bande. Et ça va être déjà le gros moment, on va dire, du manga où à la fois il y a une grande figure qui est menacée, donc le pape, et surtout ils vont se rendre compte que c'est pas assez pour Ami, il veut toujours plus, et en fait il veut passer à une autre étape de son plan. C'est le moment où pour lui le Nouvel An Sanglant c'était minime, c'est maintenant je veux qu'1% de la population et on va éliminer 99% du reste. Ce que je disais tout à l'heure en disant on a l'impression vraiment que à chaque fois que tout va mal, ça va encore plus mal et t'as l'impression que le méchant va gagner. Vraiment toute cette partie là pour moi c'est fini quoi. Enfin, il a gagné quoi. Je vois vraiment pas ce qui fait que il peut au moins revenir. Il y a des petites brides, mais en tout cas moi c'est cette sensation là que j'ai eue sur déjà c'était tome 5-6 je pense, jusqu'à 7 à peu près. Non, t'aperçois quand même que Kana est trop forte quand elle fait toute la mafia. C'est vrai qu'elle est... oui, ça, mais ça va arriver, j'ai le deuxième truc, parce qu'il y a juste ça pour détourner la tentative d'assassinat, elle met toute la mafia avec elle. Ouais. Et je sais plus ce qui se passe, mais je sais qu'elle fait un tour de cartes ou je sais pas quoi. Surtout, elle va tordre ses fameuses cuillères, mais surtout, il y a un truc qui va être assez incroyable, c'est qu'en parallèle, on a un autre personnage qu'on suit, c'est Ocho, mais vieux, et qu'il est dans le fameuse la Luciole, les Lucioles. J'ai la prison, la prison des Lucioles. Et en fait, une prison. Oui. Mais je me sens un peu. Mais il y a le nom a une référence aussi, mais j'ai plus en tête. Pas la référence. et en fait, c'est un des autres personnages qui essaye aussi de s'enfuir de la fameuse prison qui est considérée comme impossible à s'en sortir. Il va y arriver grâce à un dessinateur de manga, donc il fait un petit clin d'œil au Urasawa évidemment. Et il va y avoir une première fois où ils vont tous se re-rencontrer, c'est dans l'église d'un des fameux prêtres, j'ai plus du tout le nom du prêtre, mais il faudrait qu'on le retrouve. Et il est ultra important parce que c'est un très bon ami du pape, et donc ça va raccrocher un peu tous les wagons. Et surtout c'est là où Kana va faire son fameux discours. Que dans un des cahiers de prédiction, Kana est considérée comme elle peut nuire à Ami, et on va voir. Là, on a un maximum de tous les personnages qui se recroisent et qui se voient pour une première fois. Mais au-delà du fait que ce que je disais, t'as l'impression que le grand méchant va gagner. T'as une première lueur d'espoir, c'est quand Kana du coup arrive à réunir toute la mafia et que la mafia est censée protéger le pape à l'exposition universelle de 2014. On va dire que c'est le gros résumé de la première partie de la seconde partie que je viens de faire, parce qu'elle est assez complexe et qu'il y a une deuxième partie encore derrière. Mais voilà. Alors c'est pas ce monsieur-là, c'en est encore un autre frérot. C'est le Luciano alors, c'est lui ? Toujours pas. On va y arriver. Trop de religieux. C'est pas grave. Mais il y en a beaucoup. C'est celui avec plein de tatouages qui est japonais. C'est lui, je crois. Non, toujours pas. On va y arriver. C'est pas grave. Mais on va plutôt revenir déjà sur cette partie-là. Ce qu'elle vous a évoqué, ou en tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé sur moi ?
Moi, j'ai un souvenir aussi que d'avoir eu plein d'émotions différentes dans le manga et que c'est un peu un des premiers moments où vraiment je me suis marrée. C'est un peu paradoxal, Ah ouais. mais moi j'ai trouvé que vraiment j'ai le souvenir de ces trucs-là. Bon, effectivement, tout ce qui se passe c'est horrible et tout, mais les scènes avec Kana, quand justement elle met les mafias de son côté, elle crée une espèce d'entente alors qu'au départ c'est censé. C'est comme ça qu'il y a un côté vraiment un peu maladroit, grotesque et assez drôle. Et pareil avec les introductions des personnages, il y a des travestis aussi, je sais plus quand est-ce qu'ils arrivent. C'est parce qu'ils sont dans le restaurant tout le temps et tout, puis c'est des personnages secondaires qui ont pas vraiment d'importance sur le déroulé des actions, mais qui sont là en trame de fond. Et du coup, j'ai vraiment souvenir de cette partie que c'était marrant, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que... Oui, c'est vrai que le début est moins drôle. Mais non, mais je pense que c'est Kana qui amène cette ambiance-là, qu'il n'y avait pas avec Kenji. Et c'est ça, il arrive à modeler l'histoire en fonction du personnage. Enfin, c'est vraiment les personnages qui vivent plus que l'histoire. Je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que c'est un vrai moment, pardon, je suis désolé, j'aurais pas dû le couper, mais c'est un vrai moment de pause dans le manga où genre tu suis juste des personnages et presque l'histoire est amie, tu t'en fous un peu pendant un temps. Parce que tu sais que c'est déjà la merde, donc autant profiter des personnages que tu suis à ce moment-là du coup. Ouais. Non, c'était juste question, est-ce que vous avez lu le one-shot des écrivains là, qui est sorti ou... Non, je l'ai pas lu. Des écrivains Sur les mangaka? Ouais. Parce qu'ils ont sorti... Ah oui, dans le manga, oui. J'ai jamais lu. Le méta one-shot quoi. Et d'ailleurs, eux aussi, ils sont super drôles et c'est un super exemple de la censure, tu vois. Les mangaka. Que du coup, ils peuvent... En fait, ils passent par son propre média à lui pour parler du fait qu'eux aussi sont très vite censurés. Ocho, il s'échappe avec un des mangaka et le mangaka lui promet de faire un manga pour raconter la vraie histoire, la vraie vérité derrière tout ça. Ouais. Non, c'est sérieux. Mais je sais pas ce qu'il vaut, j'ai regardé un peu l'intérieur et ça m'a pas trop fait envie, parce que je crois que c'est pas Urasawa qui l'a fait. On lira pas. C'est pas canon. Après, il fait beaucoup de références à soit des mangas, et à amener, on va y arriver plus tard, mais il y a le fameux Joe Yabuki, qui est une référence à un manga de boxe qu'il adore. Il fait plein de références, il fait des références aussi au Shonen Jump, il fait des références à plein de mangas que les personnages aiment lire. Donc dans tout ça, il continue à dissimuler des petits trucs qui lui fait plaisir. Il y a toujours on est dans les années 2010, donc 2014, et il parle toujours du rock des années 70, alors que ça y est, on est passé déjà dans les années 90, c'est plus ça, et il le refait. Et il passe par Kana qui écoute une vieille cassette, alors qu'on est en 2014. Oui, ça c'est parce qu'elle est nostalgique de son temps. Mais il utilise tous les biais pour toujours parler de son truc préféré, tu vois. Ouais, et puis l'art a une place super importante en fait dans l'œuvre in fine, puisque je pense que ça parle aussi un peu de la révolte par l'art de manière générale, tu vois. Ouais. En sous-thème. Ah oui, lui. C'est lui le père Nitani que je parle. Le fameux mafieux qui est devenu prêtre par la suite. Ok. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a énormément de thématiques. Enfin, déjà, il parle de plein de choses. Enfin, ça va être... t'as la propagande qui est ultra présente, t'as tout ce qui est manipulation de masse et des médias, les sectes, l'endoctrinement. Il y a tellement de choses. Et à partir de là, il parle aussi de son amour du rock et de plein de choses qui fait que... Il se fait plaisir, le petit Urasawa. Mais je trouve qu'il se fait bien plus plaisir là que dans Monster. Tu sens qu'il veut créer une histoire autour de ça, même s'il fait passer certains de ces trucs. Là, on dirait plus qu'il a plein de thématiques et il va les ramener en même temps dans son manga. C'est que son... Enfin, faut se rappeler que c'est que son deuxième thriller quand même. Enfin, genre Monster, c'était son premier. Et avant il faisait Happy, Yawara et tout, c'est que des mangas de sport. Donc c'est quand même... Enfin... Après, je sais pas si vous avez lu, mais c'est du manga de sport, c'est pas un manga de sport normal, mais il a intégré un peu de thriller dedans quand même. Okay. Mais c'est le vrai premier thriller, c'est ça, et du coup, tu sens qu'il teste des trucs avec Monster, où vraiment dans 27 Century Boy, tu vois, il teste les flashbacks et tout dans Monster, et dans 27 Century Boy, il a dit bah ok, c'est bon, je sais faire. Ça se voit qu'il y a une. Et après, il a fait encore plus avec Billy Bat, il a encore plus poussé ça. Jouer avec la temporalité, C'est Billy Bat le dernier ou c'est plutôt
Non, plutôt il est un peu bizarre parce que c'est une réadaptation de Tezuka, donc c'est pas lui qui a fait le scénario. Mais non, c'est Billy Bat qui est arrivé après. Et maintenant il en a fait d'autres. Là il fait Asadora, qui est en cours. Et qui est moins... Enfin, qui est plus simple dans la narration, disons. C'est très... il aime l'appeler le feuilleton manga, genre c'est en gros tu suis une fille là comme Kana en gros qui il y a un genre de Godzilla au Japon, tu vois, et elle fait tout pour l'arrêter, mais tu vois ça a aucun sens, mais pour le coup c'est très linéaire dans l'histoire, mais c'est juste elle qui combat le monde entier, donc en fait c'est il y a quand même un thème un peu récurrent. mais ouais. Mais très bien, je vais essayer de revenir. Je suis perdu là, je sais pas. T'inquiète, on a large le temps. Mais on va essayer de revenir du coup sur la deuxième partie de la deuxième partie. Parce que là, oui, il y a beaucoup de choses, mais on en est au moment où donc on a les retours avec Yoshitsune de Ocho, que Kana arrive à gérer toute la mafia en mode c'est moi la boss maintenant de la mafia, c'est fou quand même, ça c'est assez incroyable, elle a 17 piges. Et elle est incroyable, vraiment c'est un des personnages préférés. Et surtout, elle va avoir un premier truc où elle va se dire, via les infos qu'elle a eues, etc., qu'il faut qu'elle soit à la recherche de sa mère, parce que potentiellement, et elle se rend compte que c'est peut-être elle qui est aussi à l'origine de certains des problèmes ou des maux qu'il peut y avoir par rapport à Ami, et qui serait potentiellement la responsable du virus et celle qui a permis le remède au moment du nouvel an sanglant. Et en fait, on va voir tout un genre de petite péripétie d'elle, je sais plus dans quelle île elle va du Japon, et c'est une ancienne île où il y avait du coup un hôpital désaffecté, où il y avait tout, et il y a la fameuse phrase où je suis Godzilla, j'ai piétiné 150 000 vies, et c'est la fameuse phrase que sa mère met avec une cassette, etc. Donc là, il y a tout un moment mère-fille assez important, juste pour montrer les liens qu'il peut y avoir entre le personnage que tu suis, qui paraît assez badass et tout, mais qui au moment où elle recherche sa mère, elle est juste remplie d'amour, en mode je veux la retrouver absolument. Et ça va surtout nous ramener au fait qu'à partir de là, elle a un nouveau objectif, c'est que sa mère, elle était accompagnée d'un autre grand chercheur qui était le docteur Yamane, qui en fait c'est lui qui est à l'origine du virus. Et il y a un autre flashback dans tout ça où là on suit la mère en question et on comprend qui est à l'origine de tout ce virus et de tout ce qui va y avoir au fur et à mesure dans la suite. C'est que Yamane il est tellement dans la science pure, etc., qu'il a fait je viens de créer un nouveau virus, essaye de trouver le vaccin qui va derrière. Et donc du coup c'est un jeu où elle fait non mais t'es malade, en mode t'as vraiment fait ça, et du coup elle fait bah oui trop tard, j'ai déjà diffusé à Ami, etc. Et du coup la fameuse mère, j'ai oublié son nom, faut que je retrouve, va partir en fait en quête spirituelle / rédemption en disant faut absolument que je trouve le fameux vaccin pour ce virus, et elle se donne 3 ans parce qu'elle dit que dans 3 ans ce sera vraiment la fin absolue de l'humanité. Et on va arriver à le point d'orgue de cette deuxième partie. Comme je disais, il y a une tentative d'assassinat qui va arriver qui est en cours d'exécution pour le pape, et elle doit se faire à l'exposition universelle. Et en fait, à ce moment-là, du coup, il y a la fameuse mafia qui est avec Kana. Et ils vont essayer de trouver qui doit assassiner le fameux pape, même s'ils savent que c'est Ami, mais ils savent pas qui. J'ai oublié, il y a un autre gars dedans qu'on a totalement oublié, mais numéro 13, qui était un fervent adorateur d'Ami, qui serait aussi empreint de ça, mais au final il va retourner. Enfin, il y a plein de choses, il y a énormément de personnages, j'essaie d'aller un peu dans le vif. C'est un peu l'Incel, non ? Numéro 13, c'est l'Incel là, celui le fou, crâne rasé. Ah non, c'est pas sûr. Je sais plus si c'est. Attends. Il y en a pas un aussi. Au tout début, il y est, non ? Non, en fait, il a un autre nom, il y est au tout début. Si, c'est le mec qui assassine de sang-froid un peu pour Ami, sauf qu'en fait, il se rend compte que c'est
enfin, ça reste quand même un timbré dans sa tête, mais qui au fur et à mesure veut plus être associé à Amy. Je pense que tu recherches numéro 13, 20th Century, tu vas le trouver. Et en fait, Ouais, je vois que ça. Et ce qui est surtout important, on va dire, pour cette fin-là, donc on parlait là du docteur Yamane, et grâce du coup à la VR, qu'on va retrouver en fait le moment où Donkey va voir le fameux moment où en fait il retourne dans l'école en 1970 et qu'il aurait vu un fantôme, alors que Donkey c'est le gosse par excellence qui a peur de rien, un vrai casse-cou, etc. Et c'est la première fois où ils vont se dire il y a un problème, c'est pas possible qu'il ait vu ça ou quoi. Et en fait on se rend compte que déjà à l'époque il y avait un personnage qui était Fukube, qui semble être ami, parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est forcément un de leurs amis proches ou qui était de la bande à Kenji, qui est à l'origine de tout ça, parce que il a le cahier de prédiction, il est au courant un peu de tout, etc. Et en fait déjà à ce moment-là, il va avoir le genre de flashback où on va le voir se pendre mais ressusciter, et il va essayer de refaire la même chose mais 40 ans plus tard avec Ocho, et là on l'a en version vieux. J'essaie de tout faire, mais il y a tellement de choses en même temps dans la timeline, parce que dans les deux trucs ils essaient de caler le flashback et ensuite directement Ocho qui le retrouve 40 ans plus tard, refaire la même chose et revivre à nouveau, parce qu'en fait il fait genre qu'il se pend mais il n'est pas vraiment pendu. Et en fait c'est à ce moment là que le fameux premier ami meurt. C'est Yamane qui l'assassine en disant qu'en fait il est à l'origine d'un des pires virus et qu'il est prêt à le diffuser. Et c'est là en fait la fin assez drastique, et je vais essayer de conclure sur ça pour qu'on puisse faire un bilan de cette partie 2. C'est qu'au moment où il y a l'exposition universelle et que le pape est sur le point de se faire assassiner, Ami ressuscite alors qu'il est annoncé de partout dans le monde qu'il est mort, tout le monde a vu qu'il est mort, Ocho s'en est assuré qu'il était mort, il annonce à tout le monde, Ocho, à toute la bande qu'il est mort, etc. Et là il ressuscite à l'exposition universelle face à tout le monde, parce qu'il y a sa tombe ouverte, et il sauve le pape d'un tir, et donc à ce moment-là, il est considéré comme en plus le sauveur absolu. On est pile au moment où il y aurait des élections présidentielles de la planète Terre. Et donc il devient le roi absolu, le dieu parmi les dieux sur la planète Terre, et il va régner en maître à partir de cette partie-là. Je pense qu'on est au tome sur les 12-9, un truc comme ça, où c'est vraiment l'apogée pour lui, où il a pris et les rênes du monde, et en même temps il est considéré comme le sauveur absolu et qu'il est au courant de tout. Et surtout il va distribuer aussi des fameux nouveaux vaccins pour un nouveau virus qui sera encore plus meurtrier, plus virulent par la suite. J'ai essayé de tout résumer, ça fait pas mal de temps, je le vois rien qu'au timing, donc je vais plutôt vous laisser la parole sur cette partie-là qui est très dense, et surtout, vraiment, à chaque fois je dis, on dirait que les méchants ont tout gagné, mais là vraiment là je me suis dit, c'est mort là, le frérot, c'est foutu. Ali il s'est dit ça va mal se terminer, il attendait de voir quand est-ce que ça allait dégringoler. dégringoler. Il y a une échelle, ça s'arrête jamais, genre à chaque fois je me dis, quand tu crois que c'est fini, c'est encore pire. C'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais ça, c'est le moment que j'ai juste binge-read, parce qu'en gros, j'avais lu, je pense, les 6 premiers ou les 7 premiers, et je suis partie habiter à Montréal, du coup, évidemment, j'ai pas acheté mes mangas à Montréal, parce que ça pèse dans la valise un peu lourd. Et puis j'étais revenue l'été, donc je les avais tous achetés, et vraiment, la veille de mon départ, j'ai tout lu, toute la fin. Donc, pour moi, ouais, vraiment, genre entre 18h et minuit, tu vois, j'ai juste fait du 20th Century Boys, ce qui fait qu'il y a beaucoup de trucs qui se mélangent en termes d'histoire dans ma tête. Mais c'est vrai que là, il y a de nouveau une accélération sur l'action qui se fait. Et effectivement, j'ai même des souvenirs du dessin, parce qu'on n'a pas parlé de son dessin, mais... du dessin de la tombe d'Amy, etc., qui est quand même qui est hyper beau en fait. Les fleurs, etc. Ouais, moi c'est plus le visuel au final de ces tomes-là, je pense, qui m'a marqué. Il y a pas mal de scènes. Il y a le moment où il y a un enfant qui veut aller toucher et que Amy il lui attrape la main, et que même lui il se rend pas compte. Tout le monde dit mais non, il est mort. Et donc déjà c'est un genre
petit moment avant où, je vais pas dire un foreshadowing, mais genre il te le tease un peu. Et déjà, oui, le dessin, on parle beaucoup avec Lucas de Urasawa, rien que dans Monster, les expressions du visage sont terrifiantes. Moi j'adore, je trouve ça trop fort. Oui, alors, c'est incroyable. Il fait hyper bien les gens qui ont peur et du coup ça te fait plus peur que les gens. C'est hyper Il subtil. fait pas les gens. Les yeux, le regard. Les gens méchants, il fait des. Tu vois, pour exprimer, pour te faire peur, il va plus se centrer sur celui qui a peur que sur. Mais même qui fait peur. des Il fait trucs travailler ton horribles. empathie en fait. On a regardé tout à l'heure, mais quand il y a la tête de Fugube dans Ouais. le truc d'enfant, mais même moi c'est flippant. Je comprends que l'autre en VR c'est horrible, tu vois, de voir ça, tu vois. Oui, c'est le seul, enfin c'est un des seuls mangaka où quand tu tournes la page, tu peux avoir des frissons alors que. Enfin c'est dur d'avoir des Enfin, frissons. c'est pas Junji Ito non plus quoi. Ah non, mais moi ça me fait plus. Junji Ito c'est pas. Enfin c'est très trash, mais je trouve qu'il fait moins. Ça te Il y a fait moins moins de- peur. Oui, ça dépend de Ok. tu vois, Berserk, il y a des trucs qui m'ont fait encore pas dormir la nuit. Mais c'est Ouais, encore mais autre je trouve, chose. tu vois, les trucs trash, moi ça me fait moins. Ouais. Ça me fait Choquant. moins frissonner que, Oui, c'est pas subtil. que quand tu tournes la page et là que tu vois le visage de vieux là, sur Dans le corps. C'est vrai qu'en plus on en a pas parlé, mais dans ce passage VR, il y a aussi la fameuse villa suspendue que j'ai oublié le nom, où ils y retournent, sauf que dans la VR c'est en 71 alors que dans la vraie vie c'est 70, du coup tu vois qu'il réécrit déjà l'histoire, que déjà à l'époque ils avaient fait un coup où il y avait un fantôme et qu'il y avait que Ocho et Kenji qui étaient allés, donc il y a plein de sous-intrigues dans tout ça, Ouais. mais on va pas rentrer, Non, on va il y a pas. beaucoup de choses. Non mais c'est vraiment c'est terrible en fait. Oui. Parce que d'un côté rien n'est utile et tout est utile. C'est Ouais. ça qui est fou Oui, quoi. mais c'est hyper dur de se rappeler de tout. Enfin, c'est comme tu disais, même il y a pas longtemps, enfin, c'est très dur de se rappeler de tout. Et c'est juste que quand t'es dedans, t'es tellement à fond que, enfin, c'est des intrigues de sous-intrigues qui fait que tu dévores le truc. Mais en fait, quand tu essaies de te rappeler l'histoire, t'es là. Je sais pas. C'est pas très, Il pas sert- très vendeur. Hein. Il sert à quoi lui déjà? Ouais, mais c'est vrai, il y a plein de petites Ouais. scènes. Et sur le moment, tu vois la cohérence. Mais après, tu sors de là, tu te dis, bah en fait, pourquoi C'est vraiment une narration ouais, en toile Ouais, et puis les personnages sont très souvent séparés. Donc en fait, t'as sur la même temporalité plusieurs personnages et en plus dans chaque personnage t'as des temporalités parallèles. Enfin c'est. Mais pour le coup, et on y reviendra ensuite, dans Monster c'est son on va dire, premier jet où il fait ce genre de truc là, et il y a des vrais moments où là il faut que tu relises un peu Monster. Là où 20th Century, bah tu continues, j'avais fait pareil comme toi, genre je crois que au moment où je t'ai piqué les 8, genre quasi tous les derniers, je les ai enchaînés d'affilée, genre vraiment dans le métro, je levais jamais la tête, j'étais tout le temps en train de lire, parce que je les ai enchaînés, et j'avoue que ça peut un peu se mélanger, mais à l'inverse, si tu laisses un peu trop de temps, t'as déjà oublié, il y a un temps assez compliqué à avoir entre les deux, donc... mais c'est assez dense. incroyable. C'est dense. Oui. Est-ce que vous avez d'autres petits trucs à rajouter sur cette superbe partie 2, avant d'entamer la dernière? Je pense que je m'en souviens pas assez bien quoi. Attends, j'ai essayé de faire les résumés max. Non mais c'était très bien résumé et puis après je pense que je sais plus si c'est dans cette partie là ou pas mais tu sais de l'histoire avec le flic. Il y a ça, où il y a les travestis, où la travestie se fait assassiner. Ouais non mais ça Ouais. c'est enfin moi je pense que c'est vraiment mes persos préférés en fait les personnages secondaires. Oui, mais en plus il y a toute son petite histoire où on en parlait tout à l'heure, mais son grand-père qui était un des grands détectives qu'on va après par la suite suivre, que lui aussi c'est un peu son indo d'être un grand détective comme son grand-père. Et donc t'as même des petites histoires par-dessus, mais qui complètent la grande histoire de 20th Century. Ok, on finit du coup sur cette dernière partie qui est du coup le gros flash forward 3 ans plus tard. Et là on est ce qu'on appelle à l'ère Ami, où un peu comme l'ère après Jésus-Christ, c'est en mode c'est lui le nouveau prophète, oui. Et en gros, avec le fameux virus dont on parle 3 ans avant, qu'il a mis en place, il a mis en fait en place des genres
de villes emmurées et où il y a vraiment une partie de la population qui est de l'autre côté et qui est en fait enfin c'est des ghettos quoi, et dans la ville c'est vraiment plein de mini quartiers, il n'y a plus vraiment de vie et il y a juste d'énormes tours en lien avec Ami. Et notamment en plus, c'est là aussi ça se complique, c'est qu'il y a les Amis, il y a aussi les défenseurs de la planète Terre, où il va créer une branche en plus, et en fait t'as, on va dire, la milice spéciale d'Amis et une milice spéciale pour la fameuse planète Terre. Mais en fait c'est tout un bordel, on va dire, parce que en fait on se rend compte, et les personnages de la bande à Kenji, etc. se disent qu'ils ont tous revu Fukube, qu'ils ont tous revu le fameux Ami, alors que Ocho l'a clairement vu de ses propres yeux qu'il est mort. Et en fait, ils se disent il y a forcément une autre personne et que le seul moyen pour qu'il lui ressemble autant et qu'il ait au moins les mêmes pensées, c'est d'une part qu'il ait fait de la chirurgie esthétique et d'autre part que c'est un proche de Fukube, ou en tout cas qu'il était de cul et chemise avec Fukube. Et en fait, en parallèle, il y a, c'est là aussi il y a de tout. Il y a la bande à Genji, et plus la bande à Kenji, parce que la bande à Genji, c'est celle de Yoshitsune. Et il y a aussi la Reine des Glaces, qui est du coup commanditée par Kana. Et eux, ils sont beaucoup plus radicaux, en mode ils veulent faire vraiment des attaques sur des humains, enfin ils veulent littéralement tuer des gens. Alors que la bande à Genji veut plutôt essayer de on va dire tout ce qui est dégâts matériels et essayer d'endiguer tout ce qui se passe. Il y a surtout aussi encore plus la propagande, le fait qu'Ami joue encore plus avec la population. Les gens sont parqués, on a juste le contrôle encore plus de l'information, et surtout là c'est même plus à l'échelle du Japon, c'est à l'échelle du monde. Même si on voit, c'est ça aussi, on voit pas trop en dehors du Japon ce qui s'y passe, même si on comprend que c'est aussi le bordel. Et surtout, comment il fait pour avoir ça, c'est que il a créé en fait un climat de chaos où il y a une seule dose par X habitants et il faut presque se battre pour en avoir. C'est après tant de temps que tu peux avoir, et le virus est extrêmement mortel. Et c'est le fameux virus dont on parlait que la mère de Kana va essayer de refaire, va essayer, pas de refaire, mais d'endiguer avec un vaccin. Et qu'elle disait, si dans 3 ans j'ai pas fait ce fameux vaccin, la population entière sera morte. Et on arrive surtout au moment où je pense que c'est le plus bas du moment où on se dit c'est bon, Ami a totalement gagné. Parce que j'arrête pas de le répéter, mais là vraiment, même moi j'étais top 10, allez c'est bon, il a gagné, reballer ça, il n'y a plus aucun espoir, il a tellement tout endigué, et en plus c'est un autre Ami, on pourrait même penser qu'il y a encore une liste de successeurs, infinie, et le truc qui va au moins donner un peu d'espoir, c'est d'une part Manjome, qui se rend compte qu'il a encore pire ce nouvel Ami et qu'il veut littéralement éradiquer toute la planète et se tirer sur une nouvelle planète et donc tuer toute la population. C'est vrai qu'on va jusque là. En parallèle, en fait, il y a un truc qu'on commence à se dire, c'est que Kenji va revenir. Est-ce que Kenji va revenir? Parce qu'il y a sa fameuse musique qui apparaît, sauf qu'en fait on se rend compte que c'est pas la musique que Kana écoute et que c'est une ancienne version qu'on aurait pu écouter plusieurs fois. C'est une nouvelle version avec de nouvelles paroles, enfin en tout cas c'est les mêmes paroles mais un peu différentes. Et donc il y a une lueur d'espoir qui apparaît un peu partout, et surtout il apparaît comme un peu en mode il est intuable, genre il apparaît avec sa guitare, même quand tout le monde essaie de le tirer dessus, il est pas invincible, mais en mode comme il dit, on tire pas sur un mec qui est en train de faire de la musique, qui est en train de jouer de la guitare ou faire de la musique, je sais plus, mais la scène est assez iconique, et tu vois vraiment l'apothéose de, il y a des milices qui répondent juste à un mec parce que c'est le grand chef, et qui réfléchissent même plus à ce qui se passe. Pour illustrer ça, il y a le fameux policier, la Shono, qui est du coup genre au garde-frontières, et que en fait ils ont pour objectif de, s'il y a un mec qui se présente, il faut le buter, qui lui veut pas. Et donc il y a une hiérarchie bien définie sur tout ça. C'est un sacré bordel. Et donc avant d'atterrir sur la deuxième partie de la fin en fait, déjà est-ce que vous avez en tête à peu près tous les éléments que je vous ai dit? Et est-ce que vous avez vraiment le même sentiment que je disais, en mode bon c'est bon, on a gagné,
nique sa mère. Bah, je sais pas, moi j'ai jamais trouvé aussi stylé Kenji et Kana que Oui. cet arc-là. Mais c'est juste à ce moment-là où t'as de l'espoir. Ouais, Mais- c'est vrai. J'ai un poster de Kenji dans la chambre Voilà. chez mes parents. Je suis venu chez toi et je l'ai pas vu ça. Ouais, c'est bon, très bien. Mais non, c'est pour ça, moi je dirais pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est juste oui, en effet, c'est infini tout ce qu'il a mis, tu te dis bon, Bon, il a gagné. comment ils vont faire. Après c'est le but d'une série sinon. Oui, non mais. Comment ils vont faire ça. En fait, c'est vraiment Ça va faire moins les fois bon. où à chaque fois je me suis dit. Non, mais il a gagné. Mais en fait, ouais, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment tout du long, je me suis dit, bah du coup, comme moi dans ma tête c'était certain que les gentils entre guillemets Oui, allaient gagner parce que c'est un peu ce truc de le manga est construit un peu comme un livre pour enfants entre guillemets et avec presque ces morales. Je sais plus comment ça dit, mais il y a presque c'est pas gentil d'être méchant qui est écrit noir sur blanc en fait. Hein. Mais il y a le truc de. Ah putain, j'ai plus la phrase, je crois que c'est les adultes ne sont plus enfants à partir du moment où. Enfin, non, ou à partir du moment où ils ne jouent plus ou un truc comme ça, il y a une Ouais. référence. Et en fait, il y a du coup, ayant un peu cette vibe, je me suis dit, bon, de toute façon, ils vont gagner. Mais du coup, comment ils vont gagner? Donc, je me suis jamais sentie désespérée, dévastée. Après, je l'ai pas laissé. Je Non, laisse en mais- mode. Ah, vas-y, tu gagnes, c'est bon, j'en ai ras le bol. C'est plus J'en en ai mode, marre vas-y, de me battre, ça suffit. Ouais, En mais fait, j'étais quitte à soit curieuse. qu'il soit. Enfin, là, c'est une dystopie absolue, hein, tout Oui, ce oui, qu'il nous complètement. présente. J'étais en mode, bah, il va la conclure sur ça. Ou alors, il va Non. conclure sur à peine un petit truc. Mais oui, C'était pas possible. il y a le, C'était il y a pas le- il y a possible. le petit Kenji Ça qui voudrait dire revient, que c'est il y a bien Kana, méchant. il y a Ocho. T'as l'impression que c'est les Avengers de fou furieux qui C'est vrai arrivent. qu'il y a un peu cette vibe Avengers. Il y a une petite vague comme ça. Et surtout, en fait, le dernier gros espoir, c'est au moment où, en fait, on l'a un peu oublié, mais crois que j'ai totalement oublié son vrai prénom. J'en fous, c'est ça son vrai prénom. Va en fait, il y a un moment donné où il y a une bride où on va le voir, où en fait il est aux États-Unis et comment ça s'appelle, le virus a énormément touché de gens aussi là-bas. Et du coup, pendant des années, il n'avait pas répondu à Kenji et il va vouloir revenir. J'ai totalement oublié, mais Maruo aussi, il va devenir un agent d'un putain de chanteur qui se fait passer pour être à la botte d'amis, mais en fait il joue un double jeu parce que c'est un ancien pote de Kenji quand ils étaient dans un groupe. Et donc en fait il va y avoir tellement tout le monde qui va se réunir une deuxième fois, mais genre encore plus importante, où là tout le monde va se réunir en mode il faut vraiment finir avec Ami. Et le truc qui va jouer surtout sur ça, c'est le fait qu'ils vont revoir Kana et que elle va se dire ok, il n'y a qu'une seule façon, c'est il faut que je le tue. Et que j'arrive à l'assassiner. Surtout qu'en fait, dans sa tête, elle pense toujours que c'est son père, parce qu'on pense que c'est pas vraiment. Enfin, tout le monde pense que c'est encore Fukube, mais on sait pas vraiment. Et il va y avoir l'apothéose à tout ça. C'est au moment où ils vont se retrouver dans les quartiers généraux, on va dire, de tout ça. Manjom se fait assassiner. J'ai oublié aussi, mais il y a la fameuse meuf là qui veut aussi être la mère porteuse de Ami. J'ai totalement oublié Oui, son c'est nom. vrai. Qui est genre bodybuildé, incroyable, genre ça fait un peu la méchante par excellence. Et en fait, on va avoir la confrontation finale où en fait les fameuses soucoupes volantes vont vouloir diffuser le virus absolu. Ça me fume. Qu'ils vont penser qu'il faut aller à la. Comment ça s'appelle, un énorme concert, parce que quitte à mourir autant que ça soit avec bonne humeur. Et il y a la fameuse phrase de Kenji en mode tout le monde a un plan, sauf au moment où tout le monde décide de foutre le bordel et de créer sa propre destinée, entre guillemets. Et on arrive au moment où Kenji va arriver à voir le fameux ami, qui vont arriver en fait à le tuer. C'est parce qu'il y a Sadakio aussi qui vient, qui va réussir à l'avoir. C'est le numéro 13 aussi, qui va littéralement faire un genre d'attentat où il va balancer l'hélicoptère. Ocho qui va aussi descendre les fameuses soucoupes. Et il y a un moment très doux où en fait Ocho a perdu son enfant et il y a tout un truc où c'est pour ça qu'il est devenu shogun, parce qu'en fait il a le fait d'avoir tellement travaillé et de pas s'être occupé au moment où son enfant était au plus mal. Et du coup il y a vraiment tout le moment où il fait allez tire avec moi en mode on finit par avoir enfin Ami. Et on va dire que c'est la fin du tome 11 ou tome je sais plus combien dans les doubles versions, où en fait Ami
c'est bien un autre personnage. Fukube est bien mort au moment où il est vraiment mort. C'est bien un autre personnage, mais ils ne savent pas exactement qui c'est. Et dans le dernier tome, on va dire, premier officiel de Urasawa, ça se finit sur le grand concert où Kenji vient, mais il ne fait pas sa musique, il en fait une nouvelle avec ses anciens potes. Et on dirait qu'ils ont joué comme si de rien n'était. Et dans la partie où Urasawa s'est dit « Ok, je vais faire une deuxième partie à cette fin », il y a le fameux moment où en fait c'est pas vraiment fini. Kenji veut retourner quand même faire de la VR, voir qui était qui, surtout se faire pardonner, et surtout comme quoi il y aurait une dernière menace, et c'est pour ça que c'est un peu la menace un peu de trop, c'est la fameuse bombe à neutrons, ou à protons, je cherchais le mot, où c'est vraiment le bordel final, et il y a en fait comme quoi le robot en fait se remet à marcher. Il y a vraiment la fameuse, dans le premier tome, il y a Kana, où on voit, elle est face à un robot qui est en train de tout éclater, et c'est cette image-là, où on la retrouve dans ce tome-là, où en fait elle se réveille et à nouveau ça. En parallèle, en fait, c'est aussi la fille du docteur Yamane, qui était une pro amie, qui fait marcher ce robot, et en fait, tout le truc, la bombe est sous leur ancien, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom leur base, leur base secrète. Exactement. La bombe est en dessous de ça, et en fait ils vont trouver un moyen pour que Kenji, vu que grâce à la VR il est au courant de tout ça, il a fait tout le flashback, il revoit Manjom qui est devenu un fantôme en fait dans cette histoire, il revoit aussi le fameux Kami, la Dieu, pour comprendre d'où ça vient. Il y a toute une phase où il accompagne le lecteur pour qu'on comprenne tout ce qui se passe, il revient dans le présent. Il sauve à nouveau la planète complètement de la bombe à protons. Tout finit bien dans le meilleur des mondes. Et c'est la fin de 20th Century Boy, avec notamment le retour du bowling, parce que Kami, le fameux dieu, avait prédit cela. C'est une fin vraiment... Il y a énormément d'informations, surtout dans ce fameux dernier tome, parce que on en parlait. Il a fait le tome 11. Ça faisait une fin en soi où il dit allez on fait le concert Ami est fini, sauf que beaucoup ont demandé à ce qu'il y ait une vraie suite ou un vrai truc, et donc ça donne un peu le côté où le tome 11 c'est le tome passé, le tome 12 c'est le tome un peu de trop, où il y a vraiment où tu dis ok bon j'y crois pas, tu sais que tu as un seul tome pour finir ta bombe à neutrons, je vais pas y croire plus que ça quoi. Mais oui, ça fait quand même une très happy ending, même s'il y a eu plein de morts, plein de trucs et tout, ça fait quand même l'happy ending de ils les ont gagnés et Ami est vaincu. Oui, avec à la fin, du coup, la dernière révélation sur le fait que le nouvel ami, c'était... Katsumata. Un des gars et donc de leur école. Exactement, et du coup, dans la VR, il y a le fameux moment où Kenji voit en fait qu'il y a Sadakio, qui s'est sacrifié pour eux, qui portait le masque, mais en fait, avec Fukube, il portait aussi le masque, et c'était le trio avec Yamane qui ont fait le fameux nouveau cahier de prédiction avec le virus. Et en plus, il y avait une quatrième personne, un peu cachée, etc., qui était Katsumata, qui était en fait la copie de la copie, et qui a pris le règne de la suite de Ami, parce qu'en fait, ils avaient fait aussi leur propre bande. Et en fait, ça finit sur un truc de la fameuse phrase où en fait, les enfants s'arrêtent de jouer, les adultes s'arrêtent d'être des enfants au moment où ils arrêtent de jouer. Et c'est tout le moment où t'as le truc de... Kenji fait sa petite rédemption parce qu'en fait c'est parti il lui a volé son fameux badge de gardien galactique et que le personnage était assez mécontent et ça va donner tout ce qu'on va suivre par la suite. Voilà pour la conclusion. Je vous laisse parler un peu de vos ressentis de cette dernière partie. Ouais, mais le dernier tome, moi ce qui m'avait impressionné c'est qu'il continue à mettre des intrigues. Ouais. Alors que c'est la fin quoi, t'es là, mais c'est pour ça que je suis un peu genre dévoile les trucs et puis il fait une fin lisse quoi. Et il continue jusqu'au bout à mettre des trucs où franchement c'est pas nécessaire, je trouve. Mais bon, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, je pense que... Ouais, il y a un peu ce truc de trop... En fait, je pense que les tomes que j'ai le moins aimés, c'est vraiment les tomes de la fin. Parce que c'est trop quoi. Les soucoupes volantes, la bombe. Waouh, ça ne s'arrête jamais. Après. Oui, c'est incroyable. Et justement, je trouve que ça va très bien dans ce truc de l'enfance et tout. Voilà. Mais. J'étais là.
oh là là, mais attendez, je comprends plus rien à ce qui se passe là. Et c'est. Mais bon. C'était quand même chouette. Mais ouais, mais je pense que je préférais. Non, mais en fait, je pense que vraiment, moi, j'ai préféré les moments qui étaient plus ancrés dans la réalité, en fait. Alors, mais on va y revenir dans la dernière partie où il y aura tout ce que vous avez préféré, moins aimé, etc. C'est plus pour faire déjà une grosse conclusion du manga en lui-même et de cette fin. Bah, c'était bien, hein. Farpec. Sacré voyage, hein. C'est incroyable. Je comprends, et c'est pour ça que je disais que le dernier tome est un peu bizarre, parce que c'est ton dernier tome, j'y crois pas à ton intrigue, je sais qu'il y aura pas plus, donc fais ta conclusion, et la conclusion est un peu en mode ok, et même t'es en train de lui dire allez, accélère un peu. Mais c'est presque abrupt du coup, oui, fait, quand il y a la toute fin, Katsumata, c'est vraiment la dernière page qu'il apparaît en mode tu es bien Katsumata, et encore il répond pas. Page de bowling quoi. Il y a tout la VR où il arrive, et au fur et à mesure tu dis putain, il reste 10 pages, il reste 5 pages. Il reste 10 pages, j'étais dans la rue, frérot. Kenji, il va le voir, il fait Kenji adulte parle à Kenji enfant en lui disant va t'excuser, et il dit tu es bien Katsumata, et le gosse se retourne et on voit même pas vraiment son visage, c'est juste qu'il a l'autre masque, et du coup tu te dis ok, c'est bien la fameuse copie de copie, et c'est plus en mode c'est pas une fin ouverte, c'est une fin assez fermée, tu sais que c'est lui, mais c'est en mode bon allez voilà, je conclue et c'est fini. Allez, on finit du coup ce superbe podcast. Et Jérémy Guérin, j'espère que t'es encore là parce que je t'aime. Sur des questions un peu sur tout ce manga. La première, votre arc préféré. Alors il n'y a pas vraiment d'arc en particulier, mais en tout cas un gros passage, un gros pavé on va dire du manga. Lucas, Audrey, qui veut commencer? Moi, je me suis marqué Ocho qui sort de prison et la retrouvaille avec la mère de Kana. Ouais. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire en fait, hein. C'est juste des moments badass à chaque fois. Enfin, Coconut avec la mère de Kana. Un gros passage. Non, je sais pas qu'il y a la mafia. Des gros passages. En fait, là, c'est. Oui, c'est arc préféré, mais passage préféré. Oui, ça passe. Bon, c'est pareil, dis donc. Même là, on l'a résumé en 3 parties. Est-ce qu'il y a une des 3 grosses parties qui te plaît plus davantage? En fait, contrairement à beaucoup de gens, je pense, moi, la fin, j'ai bien aimé le fait que ce soit. Enfin, le début de la fin, en fait. Quand il y a tout le monde qui revient. Ouais, c'est ça, quoi, ça se reforme un peu avec justement Kana qui. Tu repars de zéro, t'as l'impression, et tu te dis, ah ouais, tu sais, quand tu t'entends parler de la Reine des Glaces et tout, tu te dis, ah mais c'est sûr, c'est Kana et tout. Et après, bam, c'est Kana. Là, tu te dis, c'est trop stylé. Qui mange des soba. Voilà. C'est ça, quoi. Et du coup, ouais, moi, je trouve ça vraiment stylé à ce moment-là. De toute façon, Kana, il est trop stylé. Parfait. Audrey? Moi, je pense que c'est vraiment le premier arc. C'est la découverte des personnages, la mise en place de l'intrigue, et de manière générale, tous les flashbacks en enfance. Je les trouve trop bien. C'est vraiment mes passages préférés de manière générale. Voilà, surtout, ils expliquent la suite, alors que ça pourrait être le moment un peu... Enfin, tu sais, quand il te fait un flashback, t'es un peu en... Oh non, j'ai pas envie de retourner dans la... Au final, c'est pile les explications qu'il te faut. Ouais, mais du coup, moi, je l'ai vraiment vécu à chaque fois. Ah ouais, attends, du coup, qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ce nouveau flashback? Comment va la cabane? Enfin, il y avait vraiment ces trucs-là. Et surtout, il les rend super bien. Genre, on va revenir avec Monster, mais il est... Genre, c'est pas un flashback pour faire un flashback. C'est un flashback où t'as le flashback d'un personnage comment lui l'a vécu, et après t'as le flashback de comment lui l'a vécu, et c'est totalement différent, et tu vois du coup les différences qui font que les personnages adultes sont comme ça, et comment ça change par la suite. Et toi? De mon côté, pardon, je suis en train de chercher, moi c'est toute la début de la partie 2, c'est le fait qu'il y a l'arrivée du pape, la coalition avec toutes les mafias, Kana, et à la dystopie absolue où vraiment tu dis ça y est, on est au moment où Ami va régner entièrement, et on est vraiment l'apothéose je trouve du manga où ça y est, on est et Ami et indestructible on dirait, plus il y a plein de personnages qui se retrouvent au même moment, et surtout il y a un truc qui s'appelle, enfin c'est un miracle pour toutes les personnes autour où Ami revit quoi, et en plus la scène est extrêmement belle. On parlait tout à l'heure avec les fleurs, etc. Mais il y a vraiment la scène où il apparaît avec tout son costume, son attirail iconique, et t'as tout le monde autour en mode émerveillé, alors que c'est le grand méchant de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment le passage, enfin l'arc préféré. Dans la même lignée, vos personnages préférés.
Il y en a un des deux qui veut se lancer. Moi, je suis très classique. Je pense qu'Anna, on a très vite compris. T'inquiète pas, t'es Non, pas en vrai, le seul. après, autre chose aussi, j'aime bien le personnage. Enfin, il est agréable à suivre. Voilà. Et j'aime bien aussi Kyoko. Au final, tu sens qu'elle est perdue comme le lecteur au début. Ouais. Enfin, tu sais, elle part de rien, elle non plus. Et ça fait du bien de se dire, ah tiens, un personnage qui sait rien. Il chute très bien d'ailleurs. Il chute très bien pour nous apprendre à nous, Ouais. tant qu'il apprend à elle. Mais après, et c'est une des seules personnes normales en fait. Enfin, tu te dis, Qui se dit, qu'est-ce que je fous là? qu'est-ce que je fous là? Pourquoi cette secte là ils sont aussi bizarres et tout? Et enfin, tu sais, elle se pose des réflexions normales, Ouais. comme le lecteur se pose. Mais enfin, je trouve elle retranscrit bien la mentalité du lecteur. Totalement. Voilà. Audrey? Moi, je pense que, alors un peu dans les personnages principaux, j'aime beaucoup Kana évidemment, et j'aime bien Kenji aussi. Je trouve ça intéressant, vraiment sa présence au début et la manière dont il brille par son absence dans le récit, et un peu toutes les réflexions qu'il a aussi. Finalement, il décide de revenir. Enfin, je trouve qu'il y a des jolies choses qui sont dites à travers ça. Et après, j'adore vraiment très très fort le personnage de Donkey. J'adore ce personnage. On le voit 3 pages. Oui, j'ai pleuré quand il est mort. J'ai pleuré quand il est mort. Mais il est mort premier tome, ça m'a fait chialer. Et je sais pas pourquoi ce gamin me touche autant en fait. Il y a Mais il est très terre à terre, et du coup, il c'est est... ça. Ouais, et en fait, je trouve il sort vraiment du lot. Ouais. Et j'adore et après, bon, pour shitposter, j'adore les jumeaux. Ah oui. Yambo, c'est quoi, c'est Yambo? Mambo et Yambo. Ouais, je les trouve hilarants. Je trouve Les que deux belles brutes. ces personnages qui sont gros, plus maigres, plus gros. Oui, Pour le running gag. ils me Merci, font Rosa. trop rire. Et le personnage de Dieu aussi, Kami-sama. que je trouve... Ouais, et puis les travestis, enfin vraiment, tous les personnages secondaires un peu zinzin, je les trouve trop cool. Parfait. De mon côté, moi, il y a surtout... Alors, le premier que j'avais surtout mis, c'est Ocho. J'aime bien le côté... Il y a tout le côté très badass, genre surnommé Shogun, etc. C'est Et en shonen, fait, hein. il a tout à... C'est le personnage de shonen en fait. Ouais, totalement, comme d'hab. Non mais de Comme ouf. tous mes personnages de shonen que j'aime. Mais oui, Hein. mais totalement. En plus, c'est genre le personnage en mode qui lit les mangas, etc. Enfin, les shonen, parce qu'il lit la Shueisha, etc. Pas la Shueisha, pardon, le Shonen Jump. Et en plus, il y a tout un côté très doux au moment où il est devenu comme ça parce qu'il a perdu son fils, que c'est un truc qui lui pèse tellement que jusqu'à même la fin du manga et qu'on est des années plus tard après qu'il ait perdu, etc., que ça soit autant aussi impactant et que l'auteur l'ait ramené. Et ouais, t'as très bien résumé le Kenji qui brille par son absence parce que tout le long au début il est là, il disparaît, tout le long tu dis il est où, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il y a quelque chose, et c'est juste sa musique qui au fur et à mesure t'annonce qu'il va revenir, et il revient comme un vieux fou de la musique. On dirait vraiment Urasawa qui s'est dessiné lui-même au moment où il fait revenir en mode assez incroyable. Je dirais aussi Kana pour tout le personnage parce qu'en fait elle paraît badass alors qu'elle n'a pas envie de l'être. Tu sens que c'est malgré elle en mode En fait elle je est dois le obligée faire. quoi. Ouais, je suis obligé de le faire pour le bien-être du monde. Et évidemment Donkey, parce que j'adore le personnage si doux, c'est vraiment le personnage en mode il devient prof, et genre vraiment, comment parler ça, le personnage par excellence mais ultra... C'est le mec normal. ouais, voilà. Et que à un point, c'est un point de référence où tout le monde considère que c'est le mec le plus courageux parce qu'il comprend que c'est pas possible qu'il y ait des fantômes et tout, et la seule fois où il dit il y a un fantôme, tout le monde se dit c'est pas possible, il y a un problème, et ça va donner le fameux Fukube par la suite. Dans le même rôle, on va essayer de passer aux personnages que vous avez moins aimés. J'en ai deux en tête, moi c'est sûr et certain. Déjà, je pense que je vais vite fait dire, mais Manjom, le second ami, mais c'est plus le rôle de tout le long. Tu vois que c'est un petit opportuniste. Il essaie de vendre des stylos qui sont allés dans l'espace. En fait, dès qu'il voit les gosses qui peuvent tordre une cuillère, du coup, il va s'associer à Fukube. Il y a un peu de ça. La meuf dont on parlait tout à l'heure, c'est Takamatsu, du coup. La fameuse qui veut avoir l'enfant d'Ami, mais elle est détestable. C'est juste son rôle d'être ultra détestable, d'avoir aucune pitié pour un peu la race humaine.
Et dans la même lignée, c'est malgré lui, mais c'est le deuxième ami, là, Katsumata, parce qu'il apparaît un peu comme « Olé, je suis là, magie !» Mais voilà, Lucas. Bah, moi je dirais, c'est pareil, tous les rôles méchants, je trouve, pour le coup, ils sont assez machiavéliques. Il n'y a pas tellement de double teinte de « Ah, mais en fait, il fait ça parce que... » Mais moi je trouve ça bien. Enfin là, oui, il y a qu'on zéro arrête raison. de leur trouver des excuses là. Je vais être méchant, mais c'est vraiment... Et tu n'aimes pas les shonen. Non. Je vais détruire le monde parce que tu m'as volé mon goûter, tu sais, c'est vraiment le... c'est ça. Le running gag qui, au final, bon d'accord, il n'y a pas besoin de raison de plus finalement pour détruire le monde. Ouais, et ça, Enfin, genre... Ouais, non, mais non. Enfin, C'est du pas coup, très manichéen. Enfin, non, c'est très manichéen. C'est très manichéen, mais en même temps... Bah, il a fait. on cherche. Et après, je pense qu'il a fait à différents Monsters où à la fin, à l'inverse, Monster, il a tout expliqué, enfin, il a justifié pourquoi les méchants deviennent méchants. Alors que là, il s'est dit, bon, en fait, c'est pas important, je crois qu'on s'en fout, les méchants, ils sont méchants pour être méchants. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Enfin. Bah, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est des raisons qui, pour nous, adultes, sont complètement absurdes, là où, dans, du coup, l'histoire enfantine, c'est hyper valable. Enfin, tu vois, quand t'es gamin, oui, non, 50 ans le daron là. Non mais évidemment, non mais dans leur paradigme, dans le paradigme de quand ils sont enfants, c'est hyper valable. Après, oui, il aurait peut-être dû aller voir un psy, tu vois, mais. Oui, mais en fait, s'ils sont vraiment restés enfants, ça veut dire qu'à son échelle d'adulte, c'est hyper. Mais ça explique une très belle. Enfin, ça montre très bien une bonne dystopie. Ça montre vraiment comment ça peut partir en couille si vite. Si on restait des enfants. Ouais. Mais moi, je voudrais pas goûter, hein, c'est promis. Toutes ces années. Des personnages en particulier moins aimés. Mais moi, pas tant en fait. J'ai pas souvenir. Non, mais j'ai pas souvenir d'avoir des personnages où je me suis dit, oh, vraiment, celui-là, je le déteste. Il me saoule. Ouais, non, il y a pas de personnage qui m'a matériellement dérangé, quoi. Bah, très bien. Et j'avais deux dernières questions qui vont être un peu reliées. C'est déjà les passages préférés et surtout la satisfaction par rapport au manga. Est-ce qu'il y a des passages en particulier, bon toi t'as noté, mais c'est au-delà de l'arc, c'est vraiment tout Ocho, etc. De ton côté bah, le passage justement dont tu parlais où il y a Ami qui ressuscite, graphiquement magnifique, hyper, enfin les codes, les mises en page des planches et tout sont hyper bien foutus. Très bien fait en mode genre... Il y a le moment où tu dis, il part vraiment à nouveau vivant, et il a parfaitement fait sur sa page de droite, du coup t'es page de gauche, tu dis il est vraiment vivant, tu tournes, et là t'as la page entière comme ça, elle est incroyable, et c'est des codes du manga de faire un truc de... Enfin, il faut pas que ça soit à gauche, si c'était à gauche pendant que tu lis, tu l'as pas vu, mais il a très bien fait, et du coup il te met le suspense juste avant de te dire, putain le bâtard il revient vraiment. Ouais, non mais celui-là est très cool, et après voilà, tous les passages flashback quand ils sont gamins dans la cabane... Sa fameuse base secrète. Non, la base secrète, moi voilà, même quand la base secrète est détruite, puis qu'elle est reconstruite, enfin bon, c'est rien quoi. Les jumeaux, ils en veulent. Mais oui, mais moi j'étais un enfant avec eux, mais vraiment, j'avais envie d'être leur copine quoi, enfin... Ça se voit, c'était la bulle. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, tu vois, elle est en train de me tabasser. Mais oui, pareil, tout ce qui est Renaissance, la fameuse scène dont je parlais, Ocho repense à son fils au moment d'appât les soucoupes. Le retour de Kenji où il chante vraiment, où il apparaît sur une vieille moto, et surtout qu'ils font même une référence où il y a un de leurs autres potes qu'on savait pas qui était là, c'est lui qui place les musiques à travers tout le Japon, et surtout l'affrontement Nouvelle Version Blanc où vraiment t'as l'impression que ça fait bande vers tout le monde versus Ami, et qu'il se rend compte en fait, et la photo qu'il a prise au moment, et en fait il se rend compte que c'est Fukube. Donc il y a plein de petits moments où il te le distille. Et ce qui amène du coup à la fameuse satisfaction du manga. Vu je sais que c'est un peu la fin qui reste en travail. Non, en vrai, non, franchement, c'est un de mes mangas préférés. Mais ouais, je sais pas. En fait, il y a plein de petits trucs qui me disent, bon, je sais pas. Ouais, il y a des fois. Bah, tu vois, typiquement, le fait que là, j'ai pas eu la foi de le relire avant le podcast, c'est que. Enfin, j'ai commencé. Après, comme tu disais, c'est dur. Parce que déjà, et surtout, tu connais ce qui va se passer. Mais c'est ça. Et je trouve à la deuxième lecture, c'est moins facile à lire. Là où il y a d'autres séries que. Quand t'avais refait Monster.
Ouais, Monster, c'est un peu pareil. Tu vois, Ouais, quand c'est passé, bah. Tu connais. Monster en plus, tu t'en souviens un peu plus parce que c'est plus du début à la fin. Ouais. Du coup, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus linéaire, on va dire. Ouais. Enfin, il y a des flashbacks, c'est juste pour expliquer des Un trucs. thriller, quand tu le vois 2 fois, Ouais. c'est pas pareil. je trouve. C'est vrai. Après. Enfin. J'ai refait Fight Club, quand tu connais la fin, tu fais Ouais. ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas pareil. Par contre, tu te rends compte de bien plus d'éléments que tu vois. Oui, non, mais tu te rends compte de plein de trucs, mais c'est pas pareil. Ma chère. Bah moi j'ai adoré je pense, hein. C'est vraiment... je pense que ouais ça rentre aussi dans mes mangas préférés sans aucune espèce de problème. Effectivement il y a des couacs, il y a des trucs qui sont moins bien, il y a des Oui, passages que c'est j'aime très moins, etc. Mais au global je trouve que c'est une excellente histoire d'anticipation en fait. Très très bonne œuvre. Enfin, je la mets dans les top œuvres. Alors, Moi, c'est pas dans mes top œuvres à préférées, mais dans les top œuvres à lire pour les personnes qui veulent lire des mangas et qui sont pas forcément fans des shonen et Il y a des des pouvoirs, mangas etc. Même s'il y en a quelques-uns. Non, arrêtez. Je vous promets Non, mais- qu'il y a tellement de shonen qui rapportent tellement de trucs. Mais, tu vois, typiquement, ça c'est un manga que j'ai conseillé à mon papa, tu vois. Je lui ai Ouais. dit, il faut trop que tu le lises, c'est Ouais. trop bien, ça va trop te plaire, tu vois. Bon, il aime bien ça de base, mais. Ouais. Ok. Mais Ouais. totalement. Je vais conclure sur ça, mais incroyable. Comme je disais, c'est un peu dans la lignée de Monster, etc. Surtout que il y a pas mal de défauts qu'il a cachés dans Monster dans 26 Century Boy. Déjà, il est plus posé. Dans Monster, il y a vraiment beaucoup de personnages secondaires où ils sont vraiment là juste pour être secondaires. C'est pas comme là des personnages où tu as envie d'être encore un peu avec eux. Je vais faire vite fait un exemple, mais dans Monster, le personnage principal doit apprendre à tirer. Il fait une petite histoire d'un personnage secondaire très touchante, mais le personnage secondaire, plus jamais tu le revois. C'est juste pour amener un certain moment. Comme je disais, c'est un peu plus la fin du tome un peu déconcertante entre le 11 et le 12. Tu sens qu'il voulait faire une fin ouverte. Vraiment, le tome 11, ça fait très fin ouverte. En mode, il fait son concert et on s'arrête sur ça. Sauf qu'il se fait un peu rappeler par les fans, donc il y a un peu une fin en particulier. Comme je disais, maîtrise de ces personnages secondaires et surtout, ce que je disais, une excellente utilisation des flashbacks pour expliquer le point de vue d'un personnage et d'un autre. Et surtout, c'est pas un flashback qui apparaît en mode oh, attendez, on va raconter pourquoi on est comme ça. Ça vient pile dans l'histoire parce que c'est à ce moment-là, le personnage t'en rappelle en question. Oui, allez, on finit sur les recommandations, Madame Audrey. Ah, moi d'abord? Eh ben, pas de problème. Moi, j'ai envie de recommander de lire Akira. Très bien. Alors, c'est pas du tout un thriller. Enfin, Petite si, un petit peu histoire. quand même, en fait. Ah, de quoi ça parle, Akira? Oui, pour les recommandations, il faut que les personnes se disent ah, j'ai bien envie de lire. Ah ouais, non mais qui ne sait pas de quoi parle Akira? Oui, mais si jamais il y a peut-être un Jérémy Guérin, frérot, c'était là encore, on est quand même à 1h20 là. Non, mais je charrie, mais oui, en gros, Akira, il y a eu un peu une apocalypse terrestre, enfin, c'est terrible ce qui se passe, c'est Lugito, quoi. Et on suit l'histoire de mecs d'une quinzaine d'années qui assistent à une espèce d'explosion pas très loin de chez eux. Ils se font poursuivre par la police, enfin, et il y en a un qui se fait mal, et ils retrouvent sur place des espèces de pilules, il y en a un qui va commencer à les prendre. En fait, il y a toute une histoire avec des enfants, êtres humains, qui ont des pouvoirs psychiques. C'est dans des paysages un peu de ville, plus ou moins apocalyptiques, plus ou moins détruits. Il y a toute une intrigue qui peut faire penser un peu, entre guillemets, à un thriller dans qu'est-ce qui va se passer, déjà qu'est-ce que c'est Akira, voilà, enfin... Et juste, c'est très bien, il y a beaucoup la bagarre. C'est très violent, par contre, enfin c'est très violent, c'est quand même assez violent. Ouais, c'est pareil, c'est le bordel, genre. Gros banger. Ouais, énorme banger. Il y a un film d'animation aussi. C'est résumé en gros banger. Non, mais énorme banger, oui. Oui, C'est très mal résumé, je m'excuse aux gens Ah qui non, reconnaîtront Akira. Et... J'ai jamais lu, hein. Je suis même pas au courant de ce que c'est. Enfin, si, de nom, etc. Mais j'ai pas. Tout ce que t'as su, je le sais déjà de base. Mais du coup, c'est très bien. Bon, ça va alors.
D'autres Alors. choses? J'ai pas vraiment de trucs qui ont un rapport direct, Non, mais en manga entre guillemets pour adultes. Je recommande. Je bagarre. Non, je recommande Le Sommet des Dieux. Ah oui. T'as aimé aussi? Ah bah, j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Pour le coup, ça n'a rien à voir. Ah, vous voulez pas vous faire Ah un non, ça a rien à podcast, là Mais, Du coup, Le Sommet des Dieux, c'est l'histoire d'un gars qui est photographe. Il est au Népal et en fait, on lui pose sur la table un appareil photo. On lui dit bah ça c'est l'appareil photo d'un des gars qui est monté en premier au sommet de l'Himalaya. C'est ça, je me trompe pas. ouais. Et en fait, il y croit pas et dans la rue, il le rend à ce mec-là, et puis dans la rue, il pense croiser un gars disparu en montagne des années plus tôt, qui aurait aussi ce fameux appareil photo, et en fait, il y a toute une intrigue où lui, il va essayer de le retrouver, il va recreuser sa vie, et ça parle beaucoup de montagne, d'escalade et d'alpinisme de manière C'est un générale. des prochains que j'ai envie d'aller lire. Et il y a eu un film d'animation français qui est Ah ouais. incroyable. C'est mon Ah, film oui, préféré dingue. de 2021. Voilà. Dis donc. Eh ben, Ok. il est pile Très dans bien. la liste. Ouais. Chez Lucas. Moi, deux trucs. Bah non, mais alors, de base, Billy Bat, parce que. C'est Le le Dragon Dragon Ball pour moi. Faut C'est savoir son Dragon Ball. qu'il a fait Yawara, Happy, tout ça. Monster, Tonti. Monster, et après il s'est mis au thriller. Ouais. Avec Monster, il a montré à tout le monde que c'était le boss du thriller. Il a posé fait ses 20, bonnes grosses couilles. meilleur manga du monde. Et après, d'après les gens, et après il a fait Billy Bat, où c'est le banger absolu, et là, détesté par plein de gens. En fait, je crois qu'il Et- il est autant détesté qu'adoré. Je crois Ah qu'il y a ouais un en fait, truc, ouais. En fait, les gens, ils ont pas compris. Voilà, face de mec condescendant. Les mecs ont pas compris. Non, mais vraiment, il y a le Billy Bat, ça- celui-là que j'ai c'est- entendu, c'est son chef-d'œuvre, genre, et les gens sont là où je peux, mais premier degré, j'ai pas compris l'histoire, c'est brouillon, tu vois. Alors que Mais- c'est pas du tout brouillon, moi j'ai pris des notes du début à la fin, Voilà. des 20 tomes, et ben tout se tient, et Faut pas que tu vises des logos. mais par contre, j'ai entendu très souvent il y a autant de gens qui l'adorent, qui le détestent, parce que des gens considèrent comme Lucas en mode c'est Pour moi, l'apothéose, c'est le truc absolu le chef-d'œuvre de Urasawa. Urasawa. Et il y en a au contraire, ils disent c'est le truc Et, le plus et brouillon. du coup, il a tellement été clivant sur celui-là que là, il s'est remis à faire des mangas plus classiques, entre guillemets, avec Asadora et tout. Ou genre, c'est plus. Sauf que c'est un crack parce qu'il les enchaîne. Quand il Ah oui, finit c'est un presque vrai, hein. Monster, donc tu vois dans les parutions, genre Monster c'est genre 2006 et 20th Century Boy c'est 2005, un truc comme ça. Donc il commence là. Mais là, il a calmé le rythme un peu. J'ai Ouais, l'impression il qu'il vieillit, fait un c'est petit vraiment- tome par an, mais bon, déjà. Le rythme. Mais voilà, du coup, non, je dirais Billy Bat, évidemment. Et non, sinon, peut-être je fais juste un petit Et speech. du coup, tu peux résumer, ouais. Ouais. Moi, ma résumé, c'était hyper dur. Non, mais en plus, Billy Bat, c'est impossible à résumer parce que c'est en gros. J'ai pas envie de spoiler, mais du coup, c'est un auteur de manga qui dessine des histoires d'une chauve-souris, la chauve-souris Billy Bat. Et en gros, cette chauve-souris, un jour, elle lui parle et elle lui dit de dessiner des trucs. Et du coup, c'est son inspiration. Ok. Et il se trouve que il voit cette chauve-souris dessinée ailleurs, mais dans des temps vachement plus anciens. Et au fur et à mesure de l'histoire, il se rend compte que cette chauve-souris, en fait, c'est pas le premier à l'avoir vue et c'est pas le premier à être sa source d'inspiration. C'est même pas le premier à l'avoir dessiné dans des mangas ni dans des comics et dessiné tout court en fait. Et en fait, c'est une fresque historique énorme qui suit l'histoire de l'humanité entière, où en gros ça va des hommes de Cro-Magnon au présent, quoi. Où cette chauve-souris elle est hyper liée au destin des hommes et voilà, c'est fou. J'ai trop envie de le lire. Voilà, ça c'était. Il te l'a bien vendu. Ouais, il a bien Il m'en a Voilà. déjà parlé et on Et, est passé ouais. à l'entre du Snurgle, on avait. Ouais, dit, bah, après, je je pourrais trouve. le prêter. Et sinon, il y a un assistant du Urasawa là, qui a fait un one-shot il y a pas longtemps, qui s'appelle Terukan Boys, et qui c'est pas fou, mais un one-shot qui est toujours stylé. Et c'est une bande de copains qui fait un braquage et on ressent vraiment
le Urasawa dedans, quoi. Ok. Donc à suivre s'il se lance en solo, peut-être sa prochaine série longue. C'est un banger. Ça peut être un banger, fameux ou au banger. moins un bébé banger, quoi. Non, bébé. Un 15 sur 20, bon, quoi. un bon truc, thriller, voilà, tout du moins, évidemment. je sais pas trop. Et ben moi j'ai évidemment conseillé le tome juste avant, l'heure juste avant, pardon, Monster. Évidemment, pour ceux qui ont lu 20th Century Boy, allez lire Monster. Audrey, je te regarde là. Les gens ne peuvent que nous entendre. Et moi, je regarde mes pieds, donc je sais pas. Alors, déjà, l'intrigue est vraiment incroyable. Ces personnages principaux sont vraiment dingues. Genre, le Johan comme sa sœur Anna, comme Tenma. On est passé de Anna à Kana quand même. Ouais. C'est pas foulé sur le. Est-ce que le personnage principal s'appelle NJ? Parce que là, ça fait vraiment. c'est- Non, mais pour le coup, Tenma. Anna ressemble vraiment Ouais, à Kana. Kana. Enfin, Et pareil, c'est un personnage ultra fort, une femme ultra forte et tout, assez incroyable. Le personnage principal, enfin les deux, parce qu'en fait au final c'est une dualité, parce que c'est vraiment la dualité mal et bien au paroxysme. C'est vraiment genre, le résumé, c'est un grand et brillant neurochirurgien japonais qui est en Allemagne et qui décide, au lieu de sauver un maire de la ville, etc., pour la réputation de son hôpital, de sauver un enfant, parce qu'il arrivait en premier l'enfant, mais que son boss lui dit « tu sauves d'abord le maire », et l'enfant qui a une balle dans la tête. Au final, il arrive à le sauver, sauf que cet enfant va devenir le mal absolu. Et donc c'est la dualité de est-ce que je dois sauver la vie que je viens de sauver, alors qu'il est en train d'éradiquer un nombre incalculable de personnes. Et donc, c'est une des premières dualités qu'il va avoir, en mode, il s'est juré de sauver toutes les vies possibles, sauf une. Et ça va être tout un combat, on va dire. Vraiment, il y a vraiment le truc de bien et de mal, parce que même le gosse, comment il est devenu mal, c'est vraiment qu'il y a une source à ça. Parce qu'on parlait tout à l'heure en mode, je suis devenu méchant parce qu'il m'a volé mon goûter. Là, c'est pas pareil, c'est beaucoup moins manichéen, il y a beaucoup de trucs, c'est beaucoup plus expliqué. Même si ça excuse pas, c'est montré. Et en plus, c'est Urasawa en plein milieu, il te ramène des nazis et plein d'autres choses, parce que on est au moment où il y a le mur qui s'est effondré en Allemagne. Ok. Donc il y a beaucoup aussi de l'Europe de l'Est où c'est des temps un peu troubles. de toute façon, allez voir le podcast, non sur, Oui. C'est littéralement mon mot d'après, allez écouter le podcast. Sauf si Pas vous toi. l'avez pas lu, du C'est- coup. Ah oui, Ou alors, sauf si vous appelez Jérémy Guérin, évidemment. Il y a des podcasts type spoil, par Ouais, contre. par contre, bah oui, ça. Parce que c'est beaucoup moins drôle de parler d'un manga sans spoiler. Ça fait 10 minutes, quoi. Enfin, je sais plus quoi. Et surtout pour conclure, c'est surtout que c'est à une échelle humaine, c'est vraiment juste des personnages, même s'il y a plusieurs Oui, morts. oui. Là, on est enfin dans 20th Century Boy, c'est incroyable, mais on est à une échelle tellement où quand il te parle de 150 000 morts, ça me paraît presque dérisoire, alors que là, on est sur quelques morts, mais c'est beaucoup plus humain, c'est même presque plus flippant, t'as vraiment l'impression d'avoir un vrai tueur en série où tu te dis, il va t'attraper aussi, il va te faire la peau des fesses. Voilà. Et c'est Merci. tout? Pour Monster, oui. Parce qu'après j'en ai plein d'autres de recommandations. Et si je veux dire allez lire Hajime no Ippo, Non. ce sera pas le moment. Pas Par maintenant, contre, je me Ali. suis rendu compte que j'ai hyper mal résumé le début d'Akira parce qu'ils assistent pas du tout à une explosion. En fait, ils sont en train d'explorer une ruine. Et Allez, pause, on recommence. Allez, vas-y, on te réécoute pour Akira, ce sera le mot de la fin. c'est super. J'ai hyper mal résumé Akira tout à l'heure, mais oui, en fait, ils assistent pas du tout à une explosion. Il y a effectivement eu une troisième guerre mondiale, etc. Donc c'est ghetto. Mais en fait, ils sont en train de se balader sur un site en chantier. Et en fait, il y a un des gars qui sont tous en moto et un des gars en fait a un accident en essayant d'éviter un enfant qui est sur la route. Et en fait, bon, il se trouve que effectivement cet enfant est spécial et qu'il trouve des pilules, des médocs et tout, et que du coup ça part de là. Mais c'est pas du tout une explosion. Je me sens. Oh, Je me sens C'est terrifiée. pas grave, on fera un podcast sur Akira quand. Ah, mais Laura, pitié. non. Alors je vous laisserai le podcast, etc. Non, j'aimerais bien, et c'est petit teasing, mais le 7 sera peut-être Dragon Ball, évidemment, pour les 7 boules de cristal, mais je suis pas encore sûr. Mais Bah on là, tu verra vas bien. faire 8 heures de podcast. Hein, si tu Ouais, veux. là, ça va être très compliqué pour m'arrêter. Je vais parler tout seul. Je vais Je mets un miroir. Regardez comment je suis beau. Cette semaine, pas d'invité. Ah non, au contraire, j'adore, c'est encore mieux à 3. Je trouve ça encore plus incroyable. C'est vrai. Que c'est bizarre dit comme ça, mais Oui. c'est mieux à 3 dans des podcasts. Non, mais forcément, dès qu'il y a une fille, ça devient mieux, quoi. Waouh. Ah
Il va falloir mettre un quota, il va falloir une deuxième meuf pour faire un 2 versus 2. Et c'est un combat mort. Oh waouh. Parler de shoujo. Je suis pas tellement shoujo, je suis désolée. Allez, je m'arrête sur ça, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Merci beaucoup, des bisous les loulous, et au revoir. Bye. Salut.距離